Bienvenue dans Table Ronce. Ici Julien, je disparais. Au revoir. Bon, au revoir Julien. Merci Salut pour cette Julien. intro. Salut à tous, c'est Maxime. On se retrouve pour un nouveau podcast de Table Ronce. J'ai Antoine, Salut. Silver, Bonjour. joueur régulier à notre table qui fait sa première apparition ce soir, et Soso, Hello. Sophie. On se retrouve ce soir pour parler du sujet de l'improvisation en jeu de rôle. Au moment où je dis ça, la personne qui devait prendre la suite est en train de se lever et d'éteindre le chauffage. Soit. C'est vraiment Et en fait, l'improvisation. c'est rigolo parce que ce podcast est plutôt en full impro. Voilà. Donc en fait, on va se baser à bas les théories, à bas ce qui a été plutôt. Ça va vraiment être nos ressentis, notre expérience en tant que joueur / MJ. Peut-être qu'il va plus parler ce soir. Ouais. Ouais, non, mais t'introduis très bien le sujet, comme si on avait préparé, alors que, voilà, moi je suis parti dans l'idée que on fait un podcast avec comme thème l'impro, donc l'improvisation dans le JDR. Donc pour être raccord, c'est du total impro. Voilà, on n'a rien préparé. Donc ça me paraît pertinent. Suspense. Ouais, un peu. Donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, ah non, mais après j'ai préparé des trucs dans ma tête pendant 5 minutes. Non mais tu vois, comme dans une partie de JDR qu'on n'a pas préparée, on dit bon les gars on sait pas quoi faire, on se fait une petite partie, t'as rien préparé, tu dégaines un one shot ou autre, bon bah c'est de l'impro quoi. Et voilà. Et on est dans cette énergie-là. Donc j'ai quand même quelques petites notes. En fait déjà, moi le premier point que j'ai noté, c'est que quand on parle d'improvisation en jeu de rôle, on pourrait faire une distinction entre l'impro pour le MJ ou l'intro pour les joueurs. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque ça? Est-ce que vous pensez impro, vous pensez à quoi en fait? Je te rejoins complètement. J'aurais fait exactement la même démarcation. Parce que je pense que de manière très générale, quand il y a une session de JDR, il y a des joueurs qui sont eux en total impro et un MJ qui a quand même normalement préparé un petit quelque chose, il a peut-être un petit plan ou quelque chose comme ça. Alors, ça arrive qu'il soit en total impro aussi, mais ça peut donner lieu à des séances assez exceptionnelles. Mais il y a quand même plutôt généralement une préparation, que ce soit juste le scénario qui lui dicte quelque chose, quoi. Ouais, c'est intéressant déjà parce que là tu dis le MJ a préparé quelque chose là où les joueurs n'ont rien préparé. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je pense que c'est le schéma le plus traditionnel d'une session de JDR. Ouais. Moi je dirais que du coup c'est intéressant parce qu'il y a cette distinction entre improvisation de joueur et improvisation de MJ, ok. Mais après ça on peut voir ça comme une séparation on va dire horizontale. Et après dans la séparation verticale je dirais qu'il y a différentes échelles d'improvisation, tu vois. Donc c'est-à-dire que le joueur il peut improviser dans son jeu. Il peut improviser, il peut y avoir de la mauvaise improvisation. Un joueur qui arrive à l'improviste, un joueur qui a pas forcément prévu grand chose, qui arrive en mode total impro parce qu'en fait il aurait dû préparer des choses mais il a pas fait par exemple. Ouais. Ça peut être une forme d'impro aussi, mais c'est pas forcément une bonne forme d'impro, c'est pas ce qu'on cherche. Mettons, t'aurais dû préparer l'historique de ton personnage, le background, tu l'as pas fait, Voilà. t'improvises un truc. J'improvise un truc, alors c'est bien ou pas bien, mais c'est voilà. Il y a, tout ça pour dire qu'il y a peut-être différentes échelles d'impro, c'est ce qui me vient à l'esprit en tout cas. Déjà, est-ce qu'on parle je pense qu'on pourrait peut-être éventuellement décomposer. Est-ce qu'on parle d'abord d'impro pour les MJ et après on parlera d'impro pour les joueurs? Ou pour vous, on peut parler des deux en même temps Non, je pense qu'il vaut mieux découper. Ouais, on va découper alors. Ouais, Ok. on va bien découper je pense. Ok, ça marche. On commence par quoi? MJ? Moi On peut parler de l'impro pour le MJ du Ok. coup. Ouais. Ok. Tu avais un point Non, pour les joueurs, moi. Mais non, mais comme ça, non, mais moi je peux parler de l'impro pour les MJ. Vas-y, je sais pas où je vais, mais je me lance. full impro. Full impro. Déjà, on peut dire qu'il y a des grandes écoles. Hein. Moi, quand tu me parles improvisation MJ, moi je pense à l'inverse aussi, c'est-à-dire au dirigisme. Donc en fait, il y a une graduation quand tu es maître du jeu de laisser part à l'improvisation dans la préparation et pendant la séance. Il y a une échelle dans le sens où il y a des MJ qui vont adorer improviser des choses, c'est vrai. vraiment laisser ce petit chaos ressortir, dire non je ne veux pas trop préparer parce que je veux me laisser surprendre voilà, par les joueurs, par la Ce partie. qui peut s'entendre, hein, d'ailleurs. Ah complètement. Complètement. Et ça Et- demande un peu de répartie.
Exactement. Il faut savoir rebondir sur ce que proposent les joueurs. C'est vrai, et ça peut-être nécessite une petite expérience au moins en tant que maître du jeu. Et il y a des maîtres du jeu qui vont peut-être eux avoir plus tendance à être, alors sans tomber dans le dirigisme, à laisser moins libre cours à ce petit chaos, à cette part d'improvisation et à préparer tout en bloc. Alors peut-être chez les débutants pour se rassurer aussi, d'être sûr de bien faire ou d'être en maîtrise. Voilà. C'est la première chose moi qui me vient à l'esprit en tout cas. Ouais, je pense qu'en tant que nouveau MJ, tu vas pas avoir tendance à te diriger vers un jeu que tu vas improviser C'est pour totalement. ça que t'as pris Lady Blackbird comme premier jeu. Mais non, parce que justement, Lady Blackbird, je trouve pas que c'est tant de l'impro, parce que déjà, t'as un scénario qui est déjà fait, donc qui est déjà plus ou moins sur des rails, et après, t'es pas tout seul en fait à improviser dessus. Donc du coup, comme c'est dilué un petit peu cette capacité d'impro, bah du coup, c'est pas un problème en fait. En tout cas, Max, t'as soulevé un point intéressant et que j'avais pas dans mes notes, pour le coup. Tu parles des gens qui aiment l'impro, et effectivement, je pense que c'est un truc qu'on peut aimer ou ne pas aimer, et de plus en plus, moi je pense que c'est un truc que j'aime. Typiquement, là j'ai fait une partie il y a pas longtemps de Libreté de Billes et d'Acier, et bon, on est à peu près à la moitié de la campagne, je dirais, et là voilà, j'avais envie de faire un flashback, mais genre 20 ans avant les événements qu'on joue à l'instant T avec les personnages habituels, et les joueurs jouaient d'autres personnages qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et moi, j'avais juste marqué... alors, j'avais quand même une idée de ce qu'ils allaient pouvoir voir dans le flashback. J'avais marqué 3 noms des PNJ qu'ils allaient interpréter, mais rien d'autre. Et c'était il y a quelques jours qu'on a fait cette partie. Et je leur ai donné ces éléments. Voilà, faites des trucs avec. Et là, toute la table s'est mise à improviser, à donner une personnalité en quelques minutes au personnage. Il y a une joueuse notamment qui jouait un genre de scientifique, la cinquantaine. Et moi, j'avais juste son nom et son prénom. Et elle lui a donné toute une dimension. C'était un vieux scientifique insupportable qui se la pète. Il y avait toute une dynamique de groupe. Et moi-même, en tant que MJ, je devais raccrocher les wagons entre ce que j'ai prévu, ce que les joueurs amènent, que j'avais pas du tout prévu, pour en sortir une histoire cohérente. Et il y a un côté, je trouve, stimulant intellectuellement. C'est-à-dire que en plein dans la partie, tu bouillonnes, enfin ton cerveau, tu dis ok, alors tel joueur m'a dit ça, comment je vais pouvoir... C'est un PBTA Ouais, c'est un PBTA, ouais. Okay. Donc d'un côté ça peut être épuisant, je trouve. D'un autre côté, il y a un petit côté fun et cool, je trouve. Ouais. Bah, c'est souvent de l'impro que naissent les émotions entre guillemets les plus puissantes. C'est des choses qui sont pas prévues, qui font consensus autour de la table et que tous les joueurs apprécient. C'est souvent de là que ça vient. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que malgré le fait que tu as proposé une session quasiment full impro, bah, tu t'es quand même servi de quelques outils, quelques noms. Donc ça veut dire que dans toute cette impro, il y avait un tout petit peu de contrôle. Et donc je pense que tout l'enjeu de ce sujet, c'est de savoir en tant que MJ, quelle place tu as envie de laisser à l'improvisation, à quel point tu as envie d'être confortable, à quel moment tu veux sortir de ta zone de confort, à quel moment tu veux laisser plus de place à tes joueurs. C'est tout l'enjeu, je pense, de ce sujet. Ouais, complètement. Moi, j'ai une question. Alors, c'est peut-être pas forcément directement lié au MJ ou aux joueurs, mais c'est plus une question pour toi, Silver. Je sais que je t'écoute. Je sais que tu as un passé justement de comédien. Est-ce que du coup... Je suis démasqué. Est-ce que du coup, t'as fait pas mal d'impro déjà à ce moment-là? Du coup, j'imagine que oui, mais pas forcément d'ailleurs. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé, notamment dans ta pratique du JDR après? Ah bah c'est une certitude. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça pendant longtemps. Donc oui, ça aide. Après... Curieusement, moi je suis plutôt de l'autre école, c'est-à-dire que quand je suis MJ, j'aime bien préparer beaucoup, ou en tout cas avoir un cadre hyper sûr et savoir que mes joueurs peuvent évoluer dans ce cadre-là. D'abord, ça sera peut-être un autre sujet, mais en tant qu'MJ, j'aime bien justement proposer non pas des lignes d'histoire, mais des cadres. Où les joueurs vont passer de cadre en cadre et dans chaque cadre ils font un peu ce qu'ils veulent, ils avancent un peu comme ils veulent. Ouais, donc de cadre en cadre, et en fait entre chaque cadre du coup tu mets des je sais pas comment on pourrait dire, des sortes de goulots d'étranglement dans la narration quoi. C'est à dire que dans un cadre ils évoluent un peu comme ils veulent, oui,
Mais au bout d'un moment, est-ce que toi, dans ta préparation, tu te dis, il faut forcément qu'il passe par une de ces étapes-là pour avancer au cadre suivant? Non. Ou pas du tout? Non, D'accord. non, parce que quand je dis que je prépare des cadres, c'est que oui, il y a des cadres, mais souvent il y a aussi des cadres qui naissent comme ça. C'est-à-dire que tu peux créer un cadre en quelques secondes juste parce qu'ils ont décidé d'aller à gauche et pas à droite. Le goulot d'étranglement, tu peux en avoir besoin, mais j'essaye dans la mesure du possible de jamais le mettre en place. C'est ce on parlait de dirigisme tout à l'heure. Je préfère largement que les joueurs soient plus à l'aise à l'intérieur. En fait, alors il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais parce que là tu parlais du théâtre, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais par rapport à ce que tu viens de dire, on pourrait dire, de ce que je comprends en tout cas, que toi tu as une manière de préparer tes parties quand tu es MJ plutôt bac à sable. Et du coup tu vas quand même bien préparer le cadre, mais par contre tu vas pas prévoir comment les choses vont se dérouler. Non, alors après, je fais un peu comme toi, c'est-à-dire j'ai des outils. Parfois, je peux avoir un personnage de réserve qui peut intervenir, ou je peux avoir un événement de réserve qui peut survenir. Je vais toujours avoir des choses qui me permettent de faire en sorte que ça reste dans le cadre que j'ai prévu. Et parfois aussi, c'est très cool que ça sorte du cadre, et puis j'en crée un autre un peu plus loin. Et moi j'avais une question, donc quand tu parles de cadre, tu as commencé un tout petit peu à le définir, est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans le concret? C'est-à-dire que moi par exemple je sais qu'avant de faire du PBTA et de voir la lumière dans certains aspects, moi aussi j'aime bien préparer énormément mes parties, mais quand je parle de préparer, ça veut dire en fait j'ai mon histoire, ce qu'elle veut raconter, avec les personnages importants, limite les lieux importants, peut-être des factions, Tu vas faire du world building un petit peu. Du world building. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Construction de monde en français. Oui, préparation de monde, etc. C'est quelque chose aussi, par exemple pour la campagne d'initiation de Notes. Notes, c'est un univers très très riche, très très verbeux, où on donne énormément de cadres. Moi, je trouvais qu'il y avait un peu un piège, ou en tout cas, moi, j'avais énormément de difficultés en tant que maître du jeu à à vraiment à prendre ma liberté et à la donner aux joueurs quand un cadre est vraiment hyper fort, et quand moi, en tant qu'MJ, je le lis, je me dis putain, c'est génial, ça serait trop bien que ça se passe comme ça, tu vois. Et il y a un biais. Il y a un gros biais qui cognitif. se fait. Et du coup, c'est à quel moment pour vous il faut s'arrêter quoi dans la prépa? Tu viens d'aborder un sujet intéressant aussi par rapport à la richesse d'un univers et la place que ça peut laisser aux joueurs. Je pense que ça, on y reviendra un peu plus tard, et au MJ. C'est-à-dire que plus un univers est précis dans ce qui est écrit dans le livre, plus c'est difficile pour un MJ et pour le joueur d'avoir de la liberté. Alors que quand tu proposes un univers contemporain par exemple, ou un univers médiéval fantastique où tout le monde connaît déjà les codes, c'est beaucoup plus facile d'y trouver sa liberté pour improviser ou pour créer des cadres, justement comme on l'expliquait tout à l'heure. Et pour revenir sur ta première question, concrètement, donc je fais un peu ce que tu as dit, je fais du world building, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai pas forcément une histoire linéaire, c'est-à-dire que j'ai plutôt un système de relations entre les différentes entités qui composent mon monde. Tu parlais de factions tout à l'heure, c'est ce que j'ai utilisé dans la dernière campagne que je vous ai proposée. Je savais que j'avais des personnages comme ça et des factions qui avaient des relations les uns entre les autres. C'était du Unknown Armies. Du Unknown Armies, exactement. Du vieux Unknown Armies, version 2, parce qu'il y en a eu d'autres depuis. Ah bon? C'était excellent. Mais uniquement en anglais. Ah ok. Et du coup, voilà, je savais que j'avais mes entre guillemets, j'ai des pions que je place, je fais des flèches entre les différents pions et j'écris les relations, et après je fais évoluer, je crée des cadres un peu en ayant toujours ce schéma là en tête pour savoir que ça et les conséquences que ça peut avoir. Voilà, y a une relation, ça peut être par exemple avec l'entité qui serait la police, ce qui s'est passé un petit peu dans la campagne qu'on avait fait, où on a un personnage qui faisait appel régulièrement à la police. Eh bien, je savais que la police pouvait devenir à la fois un outil et en même temps un cadre. J'aurais très bien pu introduire une scène dans le commissariat, et je connaissais la relation de la police avec les différentes entités, vos personnages, etc. Ok. Ouais, mais moi là, j'y vois clairement un côté bac à sable, quoi. Ah oui, t'as des factions, t'as un lieu, tu sais comment ces différentes factions vont agir,
tu sais les utiliser pour réagir aux actions des joueurs, C'est ça. mais t'arrives pas forcément au début de la partie en te disant ok, scène 1, la scène du commissariat, scène 2, la scène de la course-poursuite, machin. Alors, il peut y avoir ça, mais justement, dans l'improvisation, je m'autorise complètement à zapper une scène s'il y a ok. autre chose qui se présente. Ça arrivait très très souvent. Il y a des tas de scènes que j'avais prévues que vous n'avez absolument pas fait, et c'est pas grave du tout. Parce que je pense qu'en fait, on faisait jamais ce que tu t'attendais à Ah ce qu'on c'est fasse. entièrement normal. Ouais. On a abattu ton premier méchant. Oui, par exemple. C'est vrai que c'est marrant. À chaque fin de partie, je me rappelle, tu disais oh là là, mais vous avez fait des trucs tellement différents de ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, nous, on te disait ah bon, on avait l'impression de suivre le scénar. Donc, voilà. Mais Tant mieux. c'est aussi ça l'avantage d'un scénario bac à sable où en fait on a ressenti qu'on avait tous beaucoup de liberté en fait, je pense. Et du coup, on en a profité. Ah oui, c'était le but de ce que je voulais proposer, mais il y a aussi le fait que l'univers dans lequel on évoluait et, entre guillemets, les règles de création de campagne permettaient de faire ça. Il y a d'autres jeux où ça sera une aventure beaucoup plus linéaire, je pense. Alors, j'ai pas d'exemple là en tête, mais... Notes, par exemple. Ouais. Notes, alors j'y reviens beaucoup. Parce que moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est un des jeux les plus difficiles que j'ai eu à maîtriser. Alors, j'ai fait plein d'erreurs en tant que maître du jeu dessus, mais ça sera un autre sujet. Mais dans Notes, vu que l'univers est hyper particulier, hyper codifié, où en fait, il y a vraiment une phase où il faut que les joueurs aussi s'imprègnent de l'univers, qui comprennent les codes. Donc, les joueurs sont un peu avec des bâtons, ils touchent un peu des trucs en mode vas-y, si j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait quoi. Et c'est ça un peu tout le temps. C'est hyper dur dans ces univers-là de laisser de la place à... Alors ça sera plutôt côté joueur, donc on y reviendra peut-être après, mais vraiment la place à l'improvisation quand on connaît pas bien les codes dans l'univers dont on évolue. Je me rappelle qu'on avait critiqué le côté exposition des parties, c'est-à-dire qu'on sentait que tu avais un univers à transmettre, mais qui laissait finalement peu de place à l'impro, justement. Et je rebondis sur le point dont on parlait tout à l'heure à propos de la richesse de l'univers. Je suis d'accord avec toi, Silver, dans le sens où, effectivement, quand tu as un univers qui est très développé... Alors moi, en fait, c'est pas du tout le genre de jeu vers lesquels je me dirige. Hein. Mais j'ai pu voir vite fait les jeux, Notes, Dead Genesis, ce genre de jeu que toi, tu as chez toi, Max. Et ouais, je peux comprendre. En fait, quand tu as un univers limite encyclopédique, tu te dis, si je veux jouer de façon correcte au jeu, un peu by the book, il faut vraiment que je m'imprègne de l'univers et que je le respecte, en fait. Genre, il y a des codes dans l'univers. Ouais. Et moi, je l'opposerais à des jeux avec des univers plus légers, pour le coup, qui peuvent être très marqués. Et voilà, je le cite très régulièrement, mais encore une fois, dans Explorateur de Bruine. Mais je pourrais aussi citer un jeu comme Shadow Dark. C'est des jeux qui vont transmettre l'univers via d'autres éléments, notamment via des tables aléatoires. Ouais. Et là, directement, il y a un côté beaucoup plus... relâché, plus... On te fait comprendre que, ok, t'as plein de propositions, mais tu fais un petit peu ce que tu veux. Il y a rien de figé, en fait. Tu prends ce que tu aimes, tu abandonnes ce que t'aimes pas dans toutes les tables. Ouais. Et même l'idée de la table aléatoire, pour revenir un petit peu sur le thème, c'est lié à l'improvisation. Une table d'aléatoire, tu pourrais très bien imaginer, tu lances un scénario, tu sais pas ce que tu vas faire, tu jettes 3-4 dés sur une table aléatoire, et hop, t'as un scénario, t'improvises, et voilà, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que je voulais justement en parler. C'est tous ces petits outils en fait qui te permettent de contrôler et de laisser de la place à l'improvisation. Et je pense que c'est ce qui est hyper important quand tu es maître de jeu, c'est de savoir maîtriser les outils qui te sont proposés. À titre d'exemple, je me rappelle d'une partie, on jouait à Deadlands et je m'étais créé une espèce de table aléatoire pour contrôler la météo. Qui était faite avec un jeu de cartes, et je mélange mon jeu de cartes, je tire une carte, un vrai jeu de cartes. Un vrai jeu de cartes. Dans Deadlands, il y a ça, je crois. Dans Deadlands, et je tire une carte, et boum, Joker. Donc Joker, ça veut dire quoi? Ça veut dire tornade. Et ça nous a donné une partie absolument mémorable, qui était absolument pas prévue, où mes joueurs ont passé toute la session à essayer de lutter contre la tornade et à s'en sortir. Et voilà, c'est ce genre de choses-là qui permet de créer de l'émotion et de donner de la... de cet imprévu-là naît la satisfaction de s'en sortir et de créer une session un peu mémorable. Ouais, vas-y Max. Donc là, on a vu déjà que côté maître du jeu, on a deux échelles d'improvisation. En tout cas, on en a détecté deux. Il y a l'improvisation du côté de la préparation. Quelle place on laisse à la préparation? Et après, il y a l'improvisation pendant la partie, où là aussi, on va se servir d'outils. On pourra peut-être parler des outils dont on sert. Hein. Je pense à
à des cartes, enfin, par exemple les oracles. Les musées oracles, les musées notamment. oracles. Enfin, les oracles de manière générale. Quoi. Oui. Des dés, etc., qui là aussi servent pendant la partie à improviser des choses. Ça peut être intéressant aussi, ça. Je crois qu'on a notre public qui va intervenir. Ah, Non, mais retour de Julien ici, mais non, en fait, j'allais juste, je sais pas si tu voulais changer si tu voulais parler d'improvisation pour les joueurs, mais dans l'improvisation des MJ, juste un sujet qui m'est venu en tête là, c'est le fait, on parlait d'improvisation dans la préparation, d'improvisation dans le jeu. J'ai eu des fois où le MJ a improvisé tout. C'est-à-dire il est arrivé à la session, il connaissait un peu son univers, ça me dit quelque mais il n'avait chose. pas oui. de plan de jeu. Non, alors si, ça peut peut-être arriver, mais alors. Non, mais moi je plaide coupable, hein, ça m'est déjà complètement arrivé. Hein. Et en fait, ça peut être ok, ça peut bien se passer. À partir du moment où je trouve où le MJ a quand même en tête le fait de faire avancer l'histoire et d'avoir un fil rouge suffisamment évident pour que aussi les joueurs le captent. Si c'est purement de l'improvisation et que c'est ressenti comme tel et au final on se dit mais pourquoi on fait ça et c'est quoi le rapport qu'il y a d'un point de vue scénaristique à ce qu'on fait, je trouve moi pour le coup là dans ce cas précis j'étais plutôt joueur, ça m'a un peu perdu et j'y ai perdu de l'intérêt et du coup je trouvais que ce côté là de l'improvisation je le trouve un peu négatif. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Ouais, vas-y. Bah, c'est le mauvais côté du bac à sable, où parfois dans ton bac à sable tu noies un peu ton histoire et tu noies un peu le fil rouge de l'aventure de tes joueurs et c'est un peu dommageable. C'est pour ça que ça demande, je pense, un tout petit peu d'expérience et puis des fois il y a des parties qui vont se passer pas comme tu avais prévu et c'est pas grave, il faut juste savoir rebondir dessus quoi. Ouais, en fait, moi, je voulais juste poser une question parce que je trouve que c'est intéressant. Silver a déjà un peu répondu, mais vous, du coup, en tant que MJ, vous êtes plutôt du style à improviser beaucoup ou pas beaucoup? Moi, je dirais que ça dépend des jeux, en fait. Assez largement. On en a parlé dans un autre podcast, mais on parlait de jouer by the book. Et en fait, il y a des jeux, notamment les jeux propulsés par l'Apocalypse, donc les PBTA, où c'est marqué dans les règles. Dans les principes de jeu, donc c'est vraiment les trucs fondamentaux, si tu veux respecter les règles, il y a un point qui revient tout le temps, c'est jouer pour découvrir ce qui va se passer. Donc en fait, moi, quand j'ouvre le livre et que je prépare une partie, j'ai cette contrainte-là en tête. Donc dans ce jeu, je vais vraiment essayer le plus possible de ne pas préparer pour improviser le plus possible. Par contre, il y a d'autres jeux, un jeu comme Shadow Dark, les jeux, on pourrait dire OSR ou les jeux d'aventure. En général, je vais plus préparer quelque chose de spatialisé, genre un lieu, mettons une maison hantée ou un manoir, j'en sais rien, peu importe, un donjon. Bon ben là, ouais, je vais le préparer. Un cadre, quoi. Un cadre, exactement. Là, je vais le préparer pour me dire, je veux que les joueurs, ils explorent quelque chose d'existant et pas quelque chose que je crée à l'instant T, quoi. Et donc, en fait, tu vas pas te dire, dans mon manoir, il y aura telle chose, tu vas te dire, dans telle pièce, il y aura telle chose, voilà. Extrêmement précisément. Et les limites, alors, ça, je le fais peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a une période, je faisais même des trucs du genre, dans tel tiroir, il y a la clé du truc, du coffre que tu peux trouver sous la pierre, dans la pièce 27, tu vois, enfin vraiment des trucs... c'est hyper cool. Et justement, j'ai acheté un livre récemment qui est censé être un outil pour faire ça, donc j'en parle. Je me rappelle plus le nom du livre, c'est dommage. On le mettra en description peut-être. Podcast improvisé. Voilà. Ouais, Maze quelque chose, je sais plus, mais si je retrouve, je le mettrai. Mais en fait, du coup, c'est littéralement un livre dans lequel il y a des donjons avec des pièces de donjons et des plans du donjon avec en fait plein de suggestions de dans cette pièce, vous pouvez mettre tel monstre, mettons, avec des entrées. Et en fait, on peut juste jouer au dé quel monstre va être dans quelle pièce au moment où ils vont arriver. Et donc, en fait, c'est censé être un système pour qu'on puisse rejouer à l'infini dessus. Parce qu'en fait, selon les endroits qu'on explore, on va pas forcément tomber sur les mêmes monstres. Et en fait, comme le livre est uniquement conçu de plans comme ça, il y a beaucoup de contenu du coup. Mais voilà. Ok. Max, tu voulais répondre du coup à... Non, ouais, parce que tu parlais de PBTA, mais moi je regarde... Genre, est-ce que toi, c'était quoi la question déjà? Est-ce que tu prépares ou pas? Est-ce que toi, en tant que MJ, t'es plutôt du style à improviser ou moi, avant, non. Et je savais que c'était un truc... Attends, avant, non, tu improvisais pas, en gros? J'y arrivais pas. Enfin, j'improvisais, mais peu... on va dire, pas assez à mon goût. C'est-à-dire que j'avais ce manque de...
j'avais l'impression de trop contrôler les parties. Tu vois, enfin, je vois. voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me suis Un peu le côté chef d'orchestre, quoi. Ouais, voilà. Metteur en scène. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai un cadre bien fait et amusez-vous dedans, joueurs. Genre vraiment. Oui, messire. Ouais, voilà. Non, mais vraiment un truc. Alors, c'était pas à ce point-là, mais ouais, un truc qui moi en tout cas me plaisait pas. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers le PBTA, enfin vers The Sprawl. Ouais. Où là, pour le coup, ben, justement, vu que c'est dans les principes, ça m'a forcé en fait complètement. Alors, c'est pas sans filet, quoi, parce que le truc qui est bien fait avec les PBTA, c'est que, enfin, pour les bons PBTA, ça te donne plein d'outils justement pour improviser. Mais ça m'a forcé en tout cas à me dire, ben voilà, pas beaucoup de prep, let's go. Ouais. Et c'est trop bien, quoi. Et ouais, excuse-moi, je finis. Et tout à l'heure, tu parlais justement, je me demande si en OSR, dans le Principia Apocrypha, il n'y a pas aussi un petit truc qui fait référence à l'improvisation aussi, un peu le... Alors, tu peux Principia Apocrypha, c'est ça que tu... Ouais, bah, c'est le manifeste, on va dire, qui regroupe toutes les bonnes pratiques pour faire jouer des jeux de style old school Renaissance. Ok. Voilà, c'est la Bible. C'est un document qu'on peut retrouver gratuitement. Sur Internet. Bref, il y a des grands principes dedans. Et voilà, je sais plus si dedans il y a un truc qui parle de l'improvisation, à part le rulings over rules. Enfin, en OSR, c'est beaucoup d'arbitrage et c'est aussi de l'improvisation. Voilà. Okay. Non, par ça. Et juste, on a parlé pas mal ici de jeux de rôle avec un peu bac à sable, mais c'est pas parce qu'on joue dans un jeu qui est beaucoup plus linéaire qu'il peut pas y avoir de place à l'improvisation non plus. Hein. Je parle pour le MJ, hein, bien sûr, toujours. Après, c'est une histoire de confort en fait pour le MJ. Ça, c'est hyper intéressant. Parlons des campagnes du commerce. Ok. Parlons d'autre chose. Non. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on entend souvent. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, Curse of Strahd, Donjons et Dragons, c'est une campagne de fou. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde fait la même chose, tout le monde... Ou est-ce que c'est le cadre de base qui est cool ? En fait, c'est des campagnes linéaires, on pourrait dire. Enfin, après, celle-là en particulier, je connais pas. Mais moi, j'ai joué à des campagnes dans lesquelles tu as scène 1, tel événement, scène 2, tel truc, scène 3, tel truc. Bah, on a déjà fait ça d'ailleurs. Oui. Ah bon ? Donc quel jeu ? Le jeu qu'on a fait sur Cthulhu, c'était un peu ça l'idée. Le jeu sur Cthulhu. Oui. Arkham. Ah oui, complètement. Horror oui, Arkham. oui, c'est Horror vrai. Arkham, c'était complètement En ça. effet, Ouais. Parce que c'était effectivement... C'était un scénario d'initiation. Voilà. Oui. Oui. C'était une campagne qui était déjà écrite. Oui, ça. Mais en fait, c'est que tu peux avoir cette liberté dans chaque scène entre guillemets. C'est juste que ça restreint ta marge de manœuvre, mais tu vas. Enfin, de toute façon, les joueurs vont toujours avoir de la marge de manœuvre. Ça doit exister pour moi. Oui. En fait, il faut toujours de l'incertitude dans le jeu de rôle. Il y a 3 composantes dans le jeu de rôle, je vais plus m'en souvenir, mais en tout cas dedans il y a l'incertitude. Donc l'incertitude, elle peut être de plein de trucs différents, et notamment l'incertitude narrative, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, quoi. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Ouais. Les joueurs ont toujours Et le droit de l'agentivité revenir en du arrière. joueur, voilà. Il y a ça, et c'est intéressant Horror à Arkham comme exemple, parce que effectivement, du coup c'est un scénario d'initiation et on a suivi le scénario d'initiation, l'histoire et tout, et c'était cool. Par contre, moi, ce qui m'a achevé, c'est des grands mots, hein. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est par exemple... Dis les termes. Non, mais déjà, il y a des battle maps. Non, Alors, Oh dis là pas tout. là. Non, pas ces termes-là. non, mais en plus, ça a un lien. Parce que moi, ce que j'ai moins aimé, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire était cool. On avait, entre guillemets, un peu de liberté dans les scènes qu'on nous imposait. Ok. Donc, pendant les scènes, on faisait un peu ce qu'on veut. Nous, c'était notre impro de joueur. Voilà. Attends, juste, tu parles de quoi pour Horreur à Arkham. Ah, tu parles toujours de... Voilà. Ok. Sauf qu'à chaque scène, il y avait sa petite battle map avec le décor derrière. Ouais. Ok. Et du coup, je trouvais que... Du coup... Non, mais... Moi, j'ai aimé. Hein, Attendez. Attends, vas-y, Attendez. finis juste pour Moi, voir. je trouvais que du coup, on faisait l'histoire. Moi, j'étais dedans et tout. C'est du Cthulhu, t'as une ambiance et tout. Bon, chacun joue à Cthulhu comme il veut, mais nous, c'était plutôt une ambiance assez prenante et tout. Et quand on changeait de scène et qu'on changeait de battle map et que c'était pile l'endroit où, comme par hasard, dans la fiction, on devait être à tel moment, évidemment, c'est un scénario d'initiation. Mais moi, j'avoue que j'étais en mode... Ah ouais, en fait, on est en train on est des fourmis dans un verre, quoi. On est en train de tourner en rond. Je vais prendre une comparaison juste pour
pour voir si c'est quelque chose qui te parle. Dans les jeux vidéo d'infiltration, tu as souvent un système de niveaux, d'accord ? Et chaque niveau, tu vas d'un point A à un point B, tu as tant d'ennemis sur ta map, mais dans ce cadre-là, bah, tu peux le faire comme tu veux. C'est-à-dire tu peux très bien d'abord éliminer tous les ennemis ou éliminer toutes les lumières pour être dans le noir, le faire complètement silencieux, ou alors tu peux y aller comme un bourrin, tuer tout le monde et puis juste arriver à ton point B une fois que tu as tué tout le monde. Et ça reste, bah, tu as fait ton choix, quoi. Tu as eu le choix d'évoluer comme tu voulais dans ce cadre-là. Donc encore une fois, pour moi c'est toujours une histoire de cadre. Et moi ça c'est très grave. Non mais parce qu'on compare. Attends, mais non, vas-y, vas-y. Non, en fait, juste, c'était par rapport au fait que tu dis, on a l'impression d'être des fourmis dans un verre. Et en fait, ce fait-là, c'est typiquement ce qu'on veut te faire ressentir dans du Cthulhu aussi. Donc, dans ce sens, ça joue complètement. En fait, le système sert complètement ce qu'on cherche à te faire ressentir et l'univers qu'on cherche à te faire découvrir aussi. C'est vrai, c'est très vrai, mais j'ai pas aimé. Mais après, mais ce que tu dis, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais oui, je suis d'accord. Mais je pense que c'était pas prévu, tu vois. C'est ça qui m'embête. Je sais pas forcément. Peut-être que mais ce que tu dis, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que ça pourrait faire comme si on n'est que des pions. Voilà, mais c'est peut-être un des cas où c'est le plus justifié en fait. Ah, mais j'avoue que là, j'ai quand même envie de le dire. Enfin, ça me vient là quand tu le dis, Sophie, mais ça me fait du coup, j'avais pas pensé, mais le feeling de jeu, t'es transporté de scène en scène et tu découvres de plus en plus l'horreur du monde dans lequel tu existes, finalement. Ça me fait un peu penser au feeling que tu peux avoir en tant que lecteur d'une œuvre de Lovecraft. C'est-à-dire que tu suis un personnage qui voit des trucs bizarres de plus en plus, qui va de lieu en lieu, mais voilà, il est un peu... Est-ce qu'il a vraiment le contrôle encore ? Cette inéluctabilité. Ouais, mais là, il y a... Oui, ça. Oui, c'est le bon mot. Il y a un côté fuite en avant et et je sais pas. Il y a un parallèle intéressant. Là, tu vois, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on est en train de comparer des livres et des jeux vidéo à du jeu de rôle. Et en fait, le jeu de rôle, excusez-moi de le dire, mais c'est bien plus que ça. Ah ouais. La phrase est lâchée. Ouais, c'est mieux. Non, pas du tout. C'est différent. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans le jeu de rôle, en fait, il n'y a pas de carcan dans un jeu vidéo. On est limité à la manière dont c'est développé. Dans un livre ou dans un livre dont vous êtes le héros. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a c'est fini aussi, c'est un produit fini, c'est-à-dire qu'on est encore des fourmis dans un verre. Dans un jeu vidéo ? Dans un jeu vidéo ou dans un livre dont vous êtes le héros ou dans un livre standard, mais pour se rapprocher le plus de jeux de rôle, dans un livre dont vous êtes le héros par exemple, on peut pas sortir du livre. On peut emprunter X chemins différents, mais... C'est intéressant ça. T'as l'illusion que tu peux sortir du jeu de rôle ? Et oui, pour moi oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il n'y a rien qui est écrit à l'avance, alors pas dans tous les jeux de rôle, et c'est ce qu'on est en train de dire, mais par exemple dans une campagne bac à sable... Ça c'est très intéressant. Dans une campagne bac à sable... Je te laisse finir. Ouais. Tu sais pas si ton héros il va pas mourir à la deuxième session ou ça va pas devenir un légendaire pirate de la mort. Tu ne sais pas si tu vas devenir toi-même le méchant ou... Tu sais pas, tu vois. Et pour moi... Ça, c'est la vraie richesse du jeu de rôle. Et tu vois, c'est vraiment le truc qui me fait dire que si moi, il me manque ça, je suis peut-être passé à côté d'un truc, tu vois. Ok. Voilà, c'est... Je comprends. Après, en tant que joueur, fatalement, quand tu intègres une partie de jeu de rôle, pour moi, tu signes, entre guillemets, un espèce de contrat social tacite qui fait que, bah, oui, il va y avoir un objectif, oui, il va y avoir quelque chose à faire. Ou explicite, oui. Ou explicite. Et tu le sais pas, tu sais pas comment tu vas y aller, mais tu vas y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, bah, tu peux pas faire n'importe quoi parce que oui, ton personnage, il peut décider de se barrer, d'aller élever des champignons en Lozère s'il a envie. Mais bah, ça flingue un peu l'esprit de groupe. Et ce côté-là, bah, ça doit quand même rester un peu ta ligne directrice. Oui, puis quelque part, tu te laisses embarquer aussi par l'endroit où le MJ veut t'amener, en fait. Et quelque part, tu te laisses faire, je trouve. Non, mais si, je suis d'accord. Évidemment. Tu te laisses faire, en fait. Oui, t'as raison. Et c'est intéressant ce que vous dites, ouais. Oui, tu veux dire que toi, les limites seraient en fait inhérentes au contrat social, ou en tout cas à la démarche créative de la table, quoi. À ce que la table veut jouer.
Après, si tout le monde est d'accord pour faire des parties où personne ne sait ce que c'est le but et où on est en train de poursuivre un but subalterne qui n'est peut-être pas celui qui en tout cas, je m'embourbe, mais qui n'est en tout cas pas celui qui était la visée initiale du jeu, c'est ok aussi. Mais je pense que c'est un parti pris et c'est pas celui de la plupart des gens. Oui. Non, c'est intéressant. Donc en fait, il y aurait des limites toujours. Sauf que je maintiens quand même que dans le jeu de rôle, elles sont 1000 fois plus élastiques. Sur ça, je suis complètement d'accord. C'est juste que il y a toujours quelque chose qui se passe, un enjeu, et pour moi, c'est cet enjeu qui doit faire en sorte que les joueurs se regroupent et se mettent entre guillemets eux-mêmes la limite pour aller vers ce point-là. Ok. Alors, est-ce que juste on n'est pas en train de s'éloigner du sujet improvisation du MJ ou pas? Je sais plus. Pas tant. Pas tant. Après, pour rebondir, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, tu voulais dire. On est en train d'arriver progressivement sur l'improvisation du joueur. Ouais, ça peut rejoindre peut-être un petit peu, mais tu vois, Max, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu dis, oui, c'est dommage quand on joue au jeu de rôle de pas profiter de ce qui fait la force du jeu de rôle, c'est-à-dire vraiment cette liberté, cette improvisation, quoi. Mais après, moi je suis pas choqué en vrai maintenant de voir des jeux avec un cadre très défini, voire linéaire, dans lequel, en fait, justement, ça le truc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impro. Je reprends l'exemple qu'on a cité déjà plein de fois, mais de Alice is Missing. C'est un truc, je sais, qui a pu déranger des joueurs. C'est que finalement, c'est un jeu qui se présente comme un jeu d'enquête. Mais en fait, l'enquête, on s'en fiche, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là vraiment pour découvrir qui est le coupable. Le coupable, c'est pas qu'il est déterminé à l'avance, mais il est déterminé aléatoirement, peu importe les actions des joueurs. Et en fait, là, c'est un jeu hyper cadré, avec assez peu de liberté en termes de choses que tu peux faire avec ton personnage. Mais c'est un jeu qui cherche à véhiculer un feeling particulier. Et pourtant, ça reste du jeu de rôle hyper fort en émotion. Après, voilà, peut-être que je prends l'exemple, l'exception qui confirme la règle. Mais non, moi je trouve que c'est aussi un jeu de rôle, quoi. Donc je suis d'accord du coup. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux avoir vraiment des jeux de rôle extrêmement linéaires et quand même y retrouver ton compte. Moi j'ai un souvenir d'un scénario de Sombre où c'est juste un scénario de zombies, quoi, où tu dois fuir les zombies, et pourtant les émotions dans le jeu elles sont dingues, alors que t'as pas non plus une sensation de liberté colossale. Tu sais très bien que ça va être un scénario très linéaire, mais il y a des sensations de jeu parce que aussi le scénario est très bien écrit avec vraiment du rebondissement. Exactement. Et tu t'y prends, quoi. Ouais, en fait là je voudrais rebondir également. Là peut-être qu'effectivement on parle pas que de l'impro mais aussi de la préparation, même en même temps c'est très lié. Moi j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un plaisir particulier à l'improvisation, que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, peu importe. Mais il y a aussi un plaisir qui est lié à la préparation, à la grosse préparation, et même, j'ai envie de dire, à la linéarité. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, je peux apprécier une partie très linéaire, mais par contre, j'attends, je sais pas, une préparation qui en vaille la peine, quoi. Comme tu dis, des rebondissements, peut-être un univers très travaillé, peut-être des descriptions, des trucs de fou, justement. Pourquoi pas du matériel en lien avec la partie. Des battle maps, encore une fois, tu disais, les battle maps, c'est peut-être que ça te dérangeait un petit peu, mais tu vois, justement, quand tu dis, ok, je vais vraiment préparer, ça va être linéaire, je l'assume, et du coup, je prépare des super belles battle maps, et voilà, un truc que tu peux pas faire quand t'es en full impro. Alors, oui, alors on dit... En bac à sable. En bac à sable, voilà. Oui, parce que c'est pas parce qu'on prépare beaucoup que c'est linéaire. C'est vrai. Tu peux préparer énormément de PBTA, mais oui. Ouais, ok, c'est hyper intéressant. Mais je saurais pas dire pourquoi. Mais moi j'ai un problème avec les campagnes linéaires. Ok. En tant que joueur, je veux dire. En tant qu'MJ, je pense que comme tu dis, j'ai un gros kiff à préparer des univers, à me dire vas-y, quand ils vont tomber sur ça. Quand t'es joueur, ça te gêne, quoi. Tu te dis non, mais je suis dans un cadre, machin. Quand je suis joueur, en fait, je sais où est ma place de joueur et je vais pas essayer de péter les barrières quand je vois que le maître du jeu veut faire quelque chose. Et de toute manière, j'ai accepté d'aller à la table. Je sais pertinemment, je pense, si c'est un jeu où on va avoir une liberté totale ou si on va être un peu plus dans une phase de test ou avec un MJ débutant et tout. Donc ça, c'est moi, c'est pour ma pomme, j'ai envie de dire.
Et je sais très bien en tant que joueur où est ma part d'improvisation. Si je peux improviser moi juste au niveau des dialogues ou si vraiment j'ai une liberté beaucoup plus grande dans mes déplacements, dans mes choix, dans machin. En fait, moi je dirais que les campagnes du commerce linéaire, c'est pas hyper efficace pour improviser des actions. Enfin voilà, vaut mieux partir sur une partie en bac à sable, quoi. Après, ça a d'autres avantages, mais pour l'impro en tant que joueur, ça a d'autres avantages. Moi je dirais même que ça peut être piégeur. Dans le sens où si en fait quand tu lis un truc bien écrit ou en tout cas qui te hype, t'as envie que ça se passe comme c'est écrit. Et ça je pense c'est un piège. C'est vrai. Si c'est mal intégré, si c'est mal si c'est mal utilisé en fait. Je veux juste rebondir sur ça parce que il peut y avoir dans un scénario extrêmement linéaire des scènes qui sont incroyables, qui sont juste des scènes de RP en fait. Tu peux avoir des scènes complètement improvisées entre deux joueurs qui commencent à dialoguer sur un sujet totalement inattendu en RP et là c'est du kiff pour tout le monde. Donc, tout le monde est au spectacle et c'est de la pure impro et ça nuit en rien. Donc l'improvisation elle a sa place partout, y compris dans un scénario extrêmement linéaire. Ouais, totalement. Mais après, je voulais juste dire, je pense que il y a d'autres points que j'aurais aimé aborder autres que les campagnes linéaires. Donc après, je voulais juste dire un dernier point, mais voilà, ce serait pas mal d'aborder d'autres points. Mais pour avoir joué des campagnes linéaires, je me rappelle de... je sais pas comment dire, mais... Ouais, bon, si, je vais le dire, mais je me rappelle d'un scénario dans lequel... où tu as participé, Max, hein, et Julien aussi, d'ailleurs, je crois. Ah, toi, t'es arrivé après, je crois. Mais bref, une campagne il y a longtemps où les joueurs devaient aller dans un bateau, je sais même plus trop pourquoi. Et comme souvent dans les campagnes linéaires, tu as des petits encadrés pour te dire, bon, logiquement, les joueurs sont censés respecter la mission, mais si jamais ils respectent pas, essayez de raccrocher les wagons en faisant ceci, cela. Et en fait, tu sens que la campagne linéaire, elle est pas faite pour sortir des rails, quoi. Et du coup, c'est pas un bon outil pour suivre les improvisations des joueurs. Voilà. C'est un bon outil pour délivrer un univers particulier, une ambiance particulière. Mais pour rebondir sur des joueurs qui foutent le feu au bateau, par exemple, comme c'est arrivé... Oui, parce que c'était pas ta première campagne si, ever, en plus, toi. ouais. Voilà. Là, j'étais démuni, quoi. Ouais. Je me dis, ok, les joueurs ont improvisé, ils ont brûlé le bateau. Qu'est-ce que me dit le livre de scénar ? Il y avait vraiment marqué ça. Hein. Oui, les personnages joueurs vont être bannis de la ville. Toute la campagne se passait dans la ville, quoi. En gros, vous m'aviez niqué la campagne. Donc, tu t'en étais bien sorti quand même. Ouais, mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, c'est vrai que là, c'est pas vraiment adapté comme outil pour suivre de l'impro total, quoi. Donc, ouais. Et après, voilà, si on passe à autre chose que les campagnes linéaires, moi, il y avait un truc que j'avais noté tout à l'heure, dont je voulais parler, c'est que je connais des joueurs qui n'aiment pas vraiment l'impro, ou plutôt qui n'aiment pas l'impro du MJ. Moi, j'en connais plein. Voilà, c'est-à-dire que, et en fait, moi, ça me surprend un petit peu maintenant parce que j'ai beaucoup joué à des jeux en partage narratif et ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu devenu courant dans ma pratique. Mais ouais, je comprends complètement ce truc de... Il y a des joueurs, ils aiment bien, quand ils arrivent à une table, sentir que le MJ, il a préparé un truc et que c'est pas de l'impro pour qu'il y ait un côté concret, quoi. Par exemple, on joue une campagne d'aventure, on va explorer un donjon. Ils aiment sentir que le donjon, il est déjà là, en fait. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que ça joue aussi avec le fait que quand tu arrives sur une table, tu as envie de te dire que ton MJ, il sait ce qu'il fait et qu'il est pro. Et souvent, je pense qu'on peut se dire que quand on improvise, c'est parce que justement, on n'a pas pris le temps, en fait. Ouais. Et justement, ça me fait un peu rebondir du coup à ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que j'ai pas répondu forcément à ma propre question sur comment est-ce qu'on est en tant que MJ, ce qui est un peu difficile à répondre parce que je l'ai pas beaucoup été. Mais justement, en fait, je me suis rendu compte que j'ai choisi un jeu qui était en narration partagée. Donc Lady Blackbird. Ouais. Comme premier jeu pour être MJ. Et en fait, je pense que quelque part, c'est parce que ce côté improvisation, ça me dédouanait un peu. Parce que je me disais, si jamais ça se passe pas bien, c'est pas très grave, parce que c'était de l'impro. Oui. Et du coup, c'est pas comme si t'avais passé des jours à préparer et ça a floppé. Et je pense que ça met beaucoup moins de pression sur un MJ de se dire, ça a floppé, mais bon, tant pis, je pourrais réessayer, y a pas grand-chose. Versus, j'ai passé des semaines à préparer ma campagne et puis ça floppe parce que, voilà. Et je pense que du coup, il y a vraiment un truc là à creuser. Et du coup, ça me ramène un peu à ce que tu dis, parce que je pense que les joueurs n'ont pas forcément envie de ça. Parce que justement, si tu improvises, il y a, je pense, ce côté, c'est un peu trop facile, quoi.
Ouais, non, mais c'est grave intéressant en vrai. Et oui, effectivement, je l'avais pas vu sous cet angle, mais effectivement, moi aussi j'ai fait MJ voilà, sur Lady Blackbird ou des jeux avec beaucoup de partage narratif d'impro. Et effectivement, c'est une démarche particulière quand j'arrive à la table. Ça peut être fatigant, ça peut être épuisant, intense et intellectuellement et tout. Mais imagine à la fin de la partie était moyenne. Je peux me dire, bon, bah, c'est pas que ma faute, quoi. C'est un peu la faute de toute la table. On n'a pas bien improvisé, mais c'est pas que moi. Donc, ouais, Max, ouais. Moi, je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait entre improvisation et qualité. Déjà, je pense que ce que tu dis, oui, c'est un biais, mais je pense que c'est pas la vérité. C'est-à-dire que si un maître du jeu qui fait de l'impro, je sais pas quoi, et qu'à la table, ça se passe pas bien et tout, je pense déjà que c'est pas uniquement de la faute du MJ, je pense. Et je pense qu'il faut pas confondre voilà, improvisation et qualité. Qualité, moi, je trouve que pour un jeu comme Lady Blackbird, par exemple, je trouve que c'est hyper dur. Je trouve que c'est hyper dur de maîtriser Lady Blackbird, tu vois. Et du coup, en tant que joueur, moi j'ai le recul de me dire s'il y a un truc qui est pas bien ou quoi, c'est pas parce que c'est de l'improvisation et. Enfin, j'ai les mêmes attentes si un MJ improvise ou s'il a préparé en fait. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que moi j'ai un maître du jeu, il arrive avec une proposition. Si sa proposition c'est d'improviser, et ben go, tu vois. Mais je vais avoir le même. Oui, non, mais, ok, non, mais je comprends complètement ce que tu veux les mêmes dire. attentes quoi. Mais pour avoir fait les deux, c'est plus dur, je trouve, de faire une partie. Enfin, en tout cas, de faire une partie, de sentir à la fin qu'elle était moyenne, alors que tu as passé 6 heures à la préparer. Ouais, voilà. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Ouais, je pense que c'est envers toi-même en fait que se joue la différence. Oui. Alors que quand tu as fait une partie de Lady Blackbird que tu pas du tout préparée, même si elle est moyenne, tu peux te dire, bon, c'est dommage, on aurait peut-être pu mieux gérer. Mais bon, tu vois, c'était de l'impro, Oui, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ouais. Et en tant que première expérience, c'est plus facile en fait. Ça fait moins peur, c'est sûr. Ça fait moins peur. Ouais. Alors que c'est dur. Hein. Mais ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant en vrai, ce côté. L'impro te décharge un petit peu de la responsabilité de est-ce que la partie est bien ou pas. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas pensé Alors, ça comme ça. Est-ce que ça te décharge ou est-ce que ça te fait moins mal si ça passe? Non, mais Enfin, oui, mais c'est ça. Mais Parce que c'est partagé. Oui, voilà. C'est dans le nom même du système, quoi. Et là, on est dans l'improvisation, dans la narration émergente, quoi. Enfin, partagée, quoi. Oui, mais. Plutôt. Non, mais. Oui, mais je pense que c'est le cas aussi quand t'es en full impro. Oui, voilà. Ok. Même sans partage narratif. Ok. Genre, je sais plus si t'étais là, mais à une soirée, il était très tard, on savait pas quoi faire. Et on se dit, bon, on ferait pas un petit jeu de rôle à l'arrache Il y a qui a joué un chien? Non, c'est pas là. je sais plus. Ok, ouais. Mais bref, en tout cas, je dis, ouais, vas-y, je peux faire MJ, totalement à l'arrache, full impro. Bon, bah là, mes attentes pour la partie, elles étaient pas hyper élevées. Non, mais, oui, mais oui. tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. quand tu mets moins d'attentes, moins de préparation dans une partie, l'enjeu, pour moi, je trouve que il est moindre, quoi. Ouais, mais un truc qui me gêne, c'est-à-dire qu'on confond, je trouve, préparation et improvisation. Pour moi, tu peux préparer ton improvisation, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu vois, pour moi, tu peux dire, ben non, là, moi, j'ai décidé d'improviser ça, du coup, je vais me donner les moyens de bien improviser. C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et pour moi, la préparation, elle se fait ailleurs. Elle se fait dans les outils que je vais choisir. Est-ce que j'ai fait mon classeur avec mes tables aléatoires? Est-ce que mes tables aléatoires, ils seront sûrement dans une caverne? Est-ce que j'ai bien des tables aléatoires de caverne? Est-ce que j'ai mes oracles? Tu vois, C'est vrai. admettons. C'est vrai que tu peux te dire, ok, je vais faire une partie en total impro, mais par contre, je vais me préparer quand même. Voilà. Je vais c'est préparer. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec vous pour dire que ça fait peut-être moins mal quand Allez, go, ouais. que si tu prépares un univers de fou et que tout le monde est là, mais c'est guess ton truc. Ouais, non, c'est vrai. Parce que finalement, des fois, une partie improvisée ne veut pas dire pas de préparation. Notamment les PBTA. Voilà, par exemple. Ouais, c'est des jeux avec une mécanique bien huilée, des livres qui peuvent être longs. Il faut te taper les règles, faut tout, Bah, voilà, tout T'as apprendre. ça, et puis dans le PBTA, ce qui est fou, c'est que c'est de l'improvisation. Du coup, on joue pour voir ce qui va se passer. Sauf que de partie en partie, il y a quand même un tissu narratif qui se crée. Et ça veut dire qu'entre les parties, tu prépares sur l'improvisation qu'il y a eu. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que les joueurs, ils créent, ils inventent leurs personnages. Par exemple, dans The Sprawl, qui est un PBTA cyberpunk, ils créent leurs contacts. Alors, leurs contacts, c'est des PNJ. Ils en créent au moins un par session. Il faut garder en mémoire ces PNJ-là, créer des histoires entre eux et tout ça.
côté MJ, il faut faire une histoire qui tient la route à la fin et qui est bien, tu vois. Et du coup, c'est de la préparation sur de l'impro. Tu prépares d'une part et après, tu te dis, ok, tout le reste, ça va être un impro. Qu'est-ce que je vais préparer? Mais peut-être des lieux, comme tu disais. Tu crées tes petites cases, c'est-à-dire tu crées des lieux importants, des PNJ importants qui peut-être seront là ou peut-être pas. Tu vois. Parfois, c'est juste des sensations. Hein. Là, je voudrais que mes joueurs ils aient froid. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et après, alors j'aurais bien voulu qu'on parle un petit peu de l'improvisation des joueurs. Après, Oui. Oh, oui. mais Beaucoup même. alors juste avant, il y avait un truc que je voulais dire, toujours peut-être plutôt par rapport au MJ. Vous me direz si vous voudrez rebondir ou pas. Mais moi, j'ai senti un truc en tant que MJ au niveau de ma préparation justement. Ça paraît basique, hein, mais ça va mieux en le disant quand même. Je sens que quand je prépare trop, c'est directement beaucoup plus compliqué de laisser le champ libre aux joueurs pour l'improvisation. Et pourtant, des fois, j'ai pas l'impression. Genre, encore une fois, là, je joue à du PPT en ce moment, à Libreté, et je fais vraiment un effort conscient de pas trop préparer. Tu vois, je me fais un petit document, voilà, comme tu dis, pour rebondir sur les événements de la précédente partie, et je me fais quelques listes à points. Et la dernière partie que j'ai faite, par exemple, a posteriori, je me trouve que j'avais trop de points que je voulais voir apparaître en jeu, et ça, je l'ai très clairement ressenti pendant la partie. Je me disais, ah, mais ils sont en train de proposer telle idée, mais ça va pas avec ce que j'avais prévu, et du coup, un peu inconsciemment, tu te brides. Enfin, en tout cas, tu vas limiter la créativité des joueurs. Ouais, tu crées des attentes, quoi. Exactement. Et juste pour dire, alors, j'essaie de le prévoir à l'avance, justement, de ne pas trop préparer, mais des fois, en pleine partie, je fais une mini-pause dans ma tête, et je me dis, ok, là, cette idée que j'avais, je l'abandonne, ou ça sera pour la prochaine. Là, je vais juste lâcher prise et uniquement rebondir sur les idées des joueurs, quoi. Donc, c'est pourtant c'est vraiment quelques petits points. Mais Bah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, une des règles principales que je me fixe quand je prépare une partie, c'est que je me dis, bah, ça se trouve, au bout de 2 minutes, tout ce que j'ai préparé, il faut que je le foute à la poubelle. C'est ça. Et c'est pas grave. Enfin, c'est même très cool que ça se passe comme ça. C'est courageux. Ce qu'on a fait. Non, mais, ce que tu fais, c'est de la préparation, c'est pas du jeu. Ce qui compte dans le jeu de rôle, c'est le jeu. C'est pas la préparation. Ça, c'est très vrai. Ce qui compte dans le jeu, c'est le jeu. Je pense que faire ça nécessite quand même un lâcher-prise qui est important et que tu peux peut-être faire aussi avec l'expérience plus facilement. Je pense que ça demande un peu d'expérience. Plus tu as d'expérience, plus tu es capable de le faire. À mon avis, c'est... Moi, il y avait un truc pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, sur préparer trop. Moi, il y a un truc, je me rendais compte aussi, quand je préparais trop mes parties, j'avais tendance à couper la parole plus vite aux joueurs. Qui est tout le temps dans tes notes. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça, je l'ai noté où déjà couper la parole aux joueurs, tu veux dire. Plus vite. Okay. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je prépare moins, en fait, c'est génial quand les joueurs ils parlent entre eux pendant X temps. Bon, si le rythme est bien sûr. Et que toi, en tant que maître du jeu, tu t'écoutes et tu kiffes, tu vois. T'as plein de trucs qui se créent. Et quand je préparais beaucoup de choses, j'avais la sensation de plus vite dire... Bon, ok, vas-y, il faut du rythme. Je vais mettre un truc que j'ai préparé. Bah, vite, on a besoin d'avancer sur tel événement. Ah, ouais, voilà. Alors que les joueurs, eux, ils kiffent, tu vois, faire leur truc. C'est leur histoire, tu vois, aussi. Voilà, donc les dérives de trop préparer, peut-être. Voilà, un autre sujet intéressant, le rythme de la partie. Complètement, on n'y avait pas pensé, mais oui. On va se le noter, ça. On va se le noter. Ok. Oui, donc comme je disais, peut-être qu'on pourrait parler un tout petit peu de l'impro pour les joueurs, vu qu'on a beaucoup parlé de l'impro pour les MJ. Ouais, je suis désolé, je termine juste avec un dernier sujet, mais je pense que ça viendra en fait avec ce qui se passe pour les joueurs. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de MJ en méta. On n'a pas parlé de MJ en RP, parce que le MJ interprète tous les PNJ. C'est vrai. Et que il faut aussi qu'il soit capable de proposer des choses à ce niveau-là, mais ça correspond un petit peu à ce que doivent aussi faire les joueurs, donc je pense qu'on va l'aborder un petit peu, mais en tant qu'MJ, tu as aussi besoin des fois de prendre la parole en tant qu'un personnage, et là tu as besoin d'improviser, des fois tu dois même créer ton personnage tout de suite. Ok, donc là il rencontre un gnome marchand, une voix de gnome vite, à quoi il ressemble. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui? Voilà, ça doit faire partie de ton arsenal en tant qu'MJ. Bon, c'est juste un Gollum. Non mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, je voulais juste le mentionner parce que ça doit faire partie de tes outils. Il faut quand même que tu maîtrises un petit peu ça quand tu fais du MJ, ou alors tu fais tout en méta, mais tu perds un peu d'immersion, je trouve. Moi, je mets une petite dédicace à Julien qui nous regarde et qui est très très bon dans cet exercice.
Une petite voix, Julien. Horrible. Moi, je voulais juste faire une petite aparté sur rebondir sur ce que tu viens de dire en disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des cours de théâtre ou de comédien pas du tout. Pour improviser, pour faire des personnages. Même pas besoin de prendre une voix. Même pas besoin de prendre une voix, tout à fait. Et ça, faut vraiment. Mais moi aussi, un petit truc à dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que, bon, je pense qu'on en parlera dans un autre sujet. Mais t'as dit que justement faire tout en méta, enfin hors RP, ça pouvait casser le truc. Et moi, je pense pas en vrai. Je dis juste que ça dépend des joueurs et des sensations de chacun. Oui. Et puis il y a une session où tu peux le faire, ça marche très bien. Une session où tu peux le faire, ça marche pas du tout. Attends, Sophie, tu dis que pas faire du RP, c'est pas grave en gros, c'est ça que tu dis? Non, alors bon, Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Non, parce qu'en fait, il avait l'air de dire que c'était important de trouver comment assez rapidement rebondir sur. On fait un nouveau personnage, on lui inculque une voix ou en tout cas une personnalité. Moi, je pense que forcément, c'est pas forcément le cas en fait. Je pense que des fois, juste le décrire rapidement et pas rebondir en profondeur, ça peut très bien fonctionner aussi. Ah oui, c'était complètement le sens de mon propos. Ah, ok, très bien. Ouais, mais en vrai, ça me fait penser à deux trucs. En fait, déjà, je suis d'accord complètement, Silver. On n'a peut-être pas assez insisté sur le fait qu'effectivement, quand t'es MJ dans du jeu de rôle traditionnel, c'est costaud quand même en termes d'impro. C'est-à-dire que, ok, les joueurs, ils ont leur personnage, ils peuvent interagir un petit peu comme ils veulent avec le monde, mais toi, voilà, faut que tu prépares. Enfin, en tout cas, faut que tu prépares ou que tu improvises, si jamais les joueurs, justement, sortent de ton scénario, on va dire, pour simplifier. Faut que tu improvises des personnages, des lieux, des éléments de décor, rebondir en termes d'histoire. Être pertinent. Ouais, penser à qu'est-ce que tel PNJ qui n'est même pas dans la scène va faire pendant ce temps. Enfin, waouh, c'est quand même un exercice compliqué, quoi. Ouais. Et je rebondis également sur ce que tu dis, Sophie. Faut peut-être effectivement quand même... Alors, certes, c'est compliqué, mais on peut dédramatiser. Déjà, c'est pas grave si tu galères. Voilà. Ça, c'est un premier point. Oui, tu as tout à fait le droit de demander à tes joueurs. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est pas prévu. J'ai besoin de quelques instants. Il faut que je trouve un personnage. Voilà. On est dans le jeu de rôle. On peut casser casser le quatrième mur. Tu fais une pause. Bon, ok, petite pause pour souffler. T'en profites pour préparer, tu vois, en pleine partie. Ça, c'est des trucs qui peuvent m'arriver. Hein. Ouais, moi, de toute façon, dans mes parties, je fais tout le temps des pauses à la moitié. Et j'en profite à chaque fois pour cogiter un petit peu sur ce qu'on a joué lors de la première moitié de la partie et pour anticiper la suite. Tu vois, vraiment faire une petite pause mentale, ok, on souffle un peu, qu'est-ce que je vais pouvoir préparer pour la suite, improviser à moitié. Tout le monde est ok avec ça, ouais. Oui, voilà. Il y a des tables aussi où eux, ils veulent jouer en full RP, H24 aussi, tu vois. Et oui, non, après, voilà, ben là, c'est peut-être une transition vers justement l'impro pour les joueurs, mais quand t'es MJ, comme tu dis, Silver, je sais pas, tu cherches un nom pour un personnage improvisé, bah tu peux demander à la table. Ah ben complètement. Voilà. Ah, j'ai pas d'idée de nom, vous en pensez quoi? Quelqu'un a une idée autour de la table? Donc voilà, ça décharge un petit peu le MJ de la responsabilité d'improviser des trucs tout le temps. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Je suis entièrement d'accord. Après là, on part un peu dans la narration partagée. Oui. Ouais, mais ça reste de l'impro. Hein. Ouais. Des fois, il faut réagir... Et tac au tac, et puis... C'est ça. Et alors, en fait, je peux comprendre. C'est-à-dire que, pour reparler des joueurs tout à l'heure qui n'aiment pas sentir que le MJ improvise, ça existe, hein, vraiment. Ils veulent que tout soit prévu à l'avance. Bon, moi, je trouve qu'il y a un peu un fantasme à ce niveau-là, mais voilà. Mais en tout cas... Ça peut être un fantasme du MJ. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'aurais jamais donné la parole à mes joueurs. Ouais. Jamais. Oui. Mais... T'es d'ailleurs attaché sur une chaîne. Exactement. Mais oui, non, voilà, demander aux joueurs... c'est bon, quoi. Il y a 5 cerveaux autour de la table, on s'entraide, quoi. Il y a pas, enfin, tu vois. C'est pas parce que t'es MJ que forcément tu vas tout improviser l'univers. Voilà. Un peu ça aussi, ouais. Et ouais, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'improvisation côté joueur, du coup? Alors, moi, j'ai noté des trucs entre temps. Ah ben, allez. Ma besace. Alors, côté joueur, moi j'ai vu qu'il y avait différentes situations où on était amené à improviser. Déjà la plus évidente, je pense, c'est quand il faut apporter une solution à des problèmes. Ok. Souvent, je pense que le rôle du MJ, c'est d'apporter des problèmes, mais pas des solutions. Il faut, voilà. C'est le rôle des joueurs, ouais. Et c'est aux joueurs de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, pour moi, là, il y a une improvisation. On parle pas de méta ou de RP pour l'instant. Mais il y a une réflexion qui doit se faire et improviser une idée. Tu vois. Par exemple, imaginons tu joues un jeu d'aventure, il y a un ravin que tu dois traverser. Bon, bah tu vas improviser une solution. T'as plus qu'une jambe.
Quoi? Bah voilà. Comment ça? Tu t'es fait couper la jambe à la session. Ah ouais, tu et peux en même plus, pas t'as fait sauter. qu'une jambe. Voilà, Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, par exemple. Et ben je marche sur le pont qui est à 20 mètres à côté. Non mais voilà, il y a donc les solutions au problème, les réactions émotionnelles. Donc ça sous-entend quand il y a forcément un truc qui heurte ton perso dans la fiction ou même qui peut heurter toi en tant que joueur quand il y a du bleed, etc. Comment tu réagis à ça? Voilà, là il y a de l'impro. Les relations entre les personnages, c'est aussi de l'impro. Ouais. Et quand tu t'accapares du lore, par exemple, si tu es dans un univers riche où il y a des codes, comment tu te sers de ces codes pour faire des actions? Donc improviser aussi donc, la relation de ton personnage au monde. Et pas que les relations entre les personnages. Voilà, ce que j'avais noté. Ok. Ouais, pour moi, c'est simple. Quand t'es joueur, t'improvises tout le temps. Ouais. T'es tout le temps en train d'improviser parce que tu as juste un fil rouge et une situation donnée et tu dois t'adapter à la situation. Et c'est parce que le MJ t'a donné un cadre sécurisant que tu peux improviser en toute liberté, en toute confiance, tout en gardant cet esprit qu'on évoquait tout à l'heure, cette espèce de contrat qui fait que tu fais partie d'un groupe généralement et on avance ensemble vers un objectif donné. Mais pour moi, quand tu es joueur, tu improvises en permanence. Pas entièrement d'accord. Je pense qu'il y a des exceptions à ça. Parce que là, on parle de la fiction. Mais en tant que joueur, si tu as un mécanisme de résolution qui est de lancer 2d6, on va dire, au moment où de résoudre ton jet, tu vas pas improviser, tu vas faire ce qui t'est demandé par le jeu. Je pense qu'il y a plein d'étapes dans le jeu. Oui, mais tu as fait un choix qui t'a amené à jeter ces dés. C'est ça. Tu as fait une action qui a fait que tu vas jeter les dés. Ouais. Tu jettes pas les dés. En fait, dans une partie, tu dis pas ah, je jette les dés, je jetterai bien les dés là. Non, tu fais une action que tu as improvisée qui va déclencher un jet de dés. Attends, Julien, tu avais un truc à dire? Trop de micros qui me sont entendus. Ouais, c'est mon retour. Je voulais dire quoi? Je sais plus du coup, ça m'a perturbé. Non, si, on parlait que t'es tout le temps en improvisation, parce qu'en fait t'es tout le temps en réaction au final à ce que l'univers te propose, à ce que le MJ te propose, à ce que les autres joueurs te proposent. Et d'ailleurs, je trouve, parfois il y a des cas où t'as des joueurs qui vont être pas dans l'impro et ils vont justement avoir un truc planifié. Et c'est, je pense, la recette parfaite pour être extrêmement frustré. Ah ouais? Parce que pour moi, enfin, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Non, mais en fait, t'as déjà vu des joueurs qui ont un truc hyper planifié? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Ok. En fait, ils voient une situation se présenter. Alors certes, on pourrait dire que c'est une forme d'impro, mais potentiellement, si je sais pas, j'imagine la session d'avant, ça a fini sur un cliffhanger, donc tout le monde est en mode sur le qui-vive. Oh, il y a une attaque de géants. Je dis une connerie, tu vois. La session qui va suivre, potentiellement, ils peuvent avoir planifié leur action. Non, mais oui, je vois complètement. Pour le combat. Et l'avoir trop planifié, surtout si c'est en plus une démarche purement individuelle et non pas concertée en tant que groupe, c'est la meilleure manière d'être frustré parce que tu vas pas réussir à faire ce que tu veux faire, parce qu'en fait un tel a pas du tout pensé à ça, parce que les jets de dés sont pas favorables et parce qu'en fait ça se passe pas comme prévu. Mais c'est la nature du jeu de rôle. Et trop prévoir, ou même prévoir en général à l'avance son action, c'est souvent un peu foireux. Enfin, en tout cas, tu risques de déçu, quoi. C'est mon avis là-dessus. Donc oui, si jamais vous improvisez pas en tant que joueur, vous devriez peut-être plus le faire. Pour moi, il y a une exception à ça. C'est quand le MJ te propose une énigme ou un élément, souvent c'est matériel, à résoudre en tant que joueur et non pas en tant que personnage. Et là, oui, effectivement, tu es face à ton truc, donc tu n'es pas en train d'improviser, tu accomplis juste l'action qui se propose à toi. Mais pour moi, c'est la seule exception. C'est quand tu n'es plus dans le théâtre de l'esprit et que que ça devient extrêmement concret devant toi. Ouais, ok. Mais par contre, je suis vraiment d'accord avec toi, Julien. En fait, pareil, ça c'est des trucs, des pratiques que j'ai oubliées en fait. Mais que pourtant j'ai fait, tu vois. Genre, je me rappelle vraiment d'une partie. C'était dans Pathfinder, dans Skull and Shackle que tu maîtrisais, Max. Et je me rappelle plus exactement de l'enjeu de la scène, mais on avait fini sur un genre de cliffhanger et on rejouait dans 2 semaines, tu vois, un truc du genre. Et entre les deux parties, je me disais, ok, je vois vraiment ce que je vais faire tel truc, tel machin. Et après, on joue la partie, et non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et du coup, j'étais dégoûté. Et non seulement j'étais dégoûté, et du coup, moi, je passe pas un bon moment, et en plus, ça devait être chiant pour les autres joueurs, parce que
forcer un petit peu la narration dans une direction qui n'était pas naturelle. Et ouais, en vrai, ouais, mauvaise idée en fait. Mais surtout que c'est un truc qui, je trouve, peut arriver au sein de la partie. Enfin, des fois, même, t'es dans le combat, t'as une idée très précise de ce que tu veux faire, sauf qu'en fait, tout le monde joue, et ça arrive à toi, et en fait, bah, du coup, c'est plus du tout pertinent ce que tu voulais faire. Mais du coup, ça peut créer cette petite frustration, ou alors, juste des fois, faut retrouver une idée derrière, réimproviser, et donc, c'est vrai qu'en ce sens, t'es en improvisation constante, mais des fois aussi en... Enfin, faut être flexible, quoi. Ouais, complètement. Faut accepter que bah, ça va peut-être pas aussi se passer comme tu voulais. Et bah, ça fait partie de... Enfin, je pense que la frustration, c'est inhérent à ça aussi. Ah ouais, non, mais complètement, c'est intéressant. Pareil, effectivement, je pense qu'il y a un lâcher-prise, je trouve, qu'il faut développer en tant que joueur. Dans le sens où, effectivement, je trouve qu'au sein d'une partie de jeu de rôle, quand tu es joueur, tu peux avoir plein d'idées qui te viennent en tête. Ah, je pourrais faire tel truc. Ah, je pourrais faire tel truc. Mais en fait, la dynamique de jeu, les actions des autres vont faire que ton action, l'idée que tu avais n'est plus pertinente en fait. Et je trouve que ça fait du bien quand tu lâches prise sur ce genre de choses et que tu te dis bon bah c'est pas grave, tu vois, je vais improviser à l'instant T par rapport à la situation donnée. Et tant pis, j'avais une idée, elle était bien, bah, j'ai pas eu l'opportunité, je l'aurai une prochaine fois. Et voilà. Mais des fois c'est pas facile. Hein. Et bim, tu l'évoques après la partie en te disant waouh, j'aurais pu faire ça. Et, oui, complètement. Et ça crée tellement de plaisir. Ouais. Et Julien voulait intervenir. Ouais, pardon, je rebondis encore là-dessus, mais j'ai vu du coup des joueurs avoir tellement planifié leur action, même si ça faisait pas très longtemps, même en effet, ça pouvait être comme dit Sophie, dans quelque chose en cours de combat, vraiment littéralement 5 minutes avant, quoi. C'est juste que c'est le tour de quelqu'un d'autre et tout. Et ben, tellement construire d'attente là-dessus que ça les sort de la partie. Ouais. Et en fait, ils sont déçus et ils sont plus dedans. Ouais. Ils sont plus dans RP, tu les sens, ils sont ailleurs. Donc en tant que joueur ou en tant qu'MJ, c'est catastrophique. Et tu sais pas quoi faire. Et en plus, ce qui est marrant, enfin marrant. Oui et non, parfois c'est juste l'attente qui est construite, tu vois, comme ça. Alors, attention Max, tu parles pas dans le micro. Là. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si c'est marrant, mais effectivement, quand t'as ce genre de profil de joueur, il se ruine la partie tout seul un peu, j'ai envie de dire. Tu vois, genre tu fais la partie, tout le monde est content. Et tu t'as ce joueur-là qui se fait des plans sur la comète dans sa tête, qui est dégoûté tout seul. Tu comprends pas en fait. Mais je pense que ça peut nous arriver à tous de faire ça. Enfin, moi je pense que ça a déjà pu m'arriver aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que je pense qu'il faut aussi te donner le temps d'être un peu déçu pendant 5 minutes et puis move on en fait. Et passer à autre chose. Et c'est au moment où tu restes bloqué que ça devient un problème. La frustration de toute façon, ça fait toujours partie de l'aléatoire aussi. Toujours frustré. Voilà. C'est sûr. Bon, concernant ton exemple de joueur qui était frustré parce qu'il planifiait son action et tout, là on était dans un cadre d'un jeu ludiste, on va dire. Donc, ça dépend, hein. En vrai ça peut être dans n'importe quel type de jeu. Hein. Ah ouais. Ah oui, complètement. Tu veux dire dans ta tête, tu te fais des trucs Pardon, je repop dans un autre micro, mais ici Julien. En fait, c'est le podcast sur l'impro, donc c'est normal. On avait dit. On aura un 5e micro la prochaine fois. Non, mais en plus, on aurait pu, mais juste, j'étais censé être juste le public, mais désolé. Non, en vrai, j'ai déjà vu. Bon, j'ai un peu les mêmes exemples de joueurs pour le coup en tête, mais dans différents styles de jeux. Dans des jeux qui tiennent en une page, où c'est full narrativiste, comme tu kiffes. Et dans des jeux en effet beaucoup plus divistes, beaucoup plus en mode battle map, machin. Ok. Donc vraiment c'est possible dans les deux. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Ouais, autre chose à dire sur ce truc-là, mais oui, non, mais c'est intéressant, je trouve. C'est vrai que lâcher prise, en fait, c'est vraiment un truc, je trouve, ça peut vraiment améliorer la qualité des parties, même d'un point de vue comment tu vas la vivre en tant que joueur tout seul dans ton coin, quoi. Vraiment, il y a vraiment ce côté lâcher prise, en fait. Hein. C'est le truc de, c'est pas un roman. Au pire, si tu veux l'histoire telle que tu l'avais imaginée, va écrire. Enfin, c'est peut-être un peu violent, mais va écrire un livre. Là, il y a 4 ou 5 cerveaux qui interagissent ensemble. T'es pas tout seul en fait. Voilà, et donc, sois libre derrière de. Ouais, mais c'est ça. Je vais te donner une règle qu'on a quand on fait de l'impro en théâtre. Ah oui, bah oui. C'est que t'as jamais le droit de dire non. Voilà. Et quand quelqu'un te fait une proposition, tu ne peux pas dire non. Tu dois suivre sa proposition, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, bah, tant mieux, surfe dessus. Si elle est mauvaise, rends-la bonne. Voilà. Mais en ça, le JDR est quand même un peu différent parce que nous, on se réserve quand même le droit des fois de dire non ou de dire qu'on ne veut pas aller dans telle ou telle direction. Et ben, tu verras que c'est très rarement le cas. Ouais. Et je pense qu'on va bientôt parler du sujet de l'improvisation en tant qu'outil du joueur aussi. Parce que là, on a parlé de l'improvisation en quelque sorte qui est subie, enfin qui est emmenée, qui est inhérente. Qui est inhérente au jeu de rôle.
Mais il y a aussi vraiment se servir activement de l'improvisation pour faire des choses cool en tant que joueur. Voilà. Donc sur ces grandes phrases, je vous laisse réfléchir. Non, pas du T'as tout. un exemple? Oui. Alors en fait, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai un exemple. Alors, Le mec lâche des termes. Ouais, super voilà. techniques. Ouais, qu'en pensez-vous? Non, j'ai un exemple. En fait, je fais référence à ça, donc j'y pensais juste avant qu'on lance le podcast, là, c'est ce dont je parlais. J'avais regardé une vidéo du MJ Masqué. Ah oui. Il fait des vidéos sur le jeu de rôle qui sont intéressantes, et il y en a une sur l'improvisation, justement, où il parle de la différence entre deux termes, l'improvisation ouverte et l'improvisation fermée. Donc on parle bien du joueur, ok? Je vais vous donner l'exemple qu'il donne, ça va être clair. En fait, il parle de l'improvisation comme outil pour le joueur pour faire des trucs cool. L'improvisation fermée, on va prendre l'exemple qu'il appelle du sandwich. Improvisation fermée, donc c'est affirmer directement, j'ai un sandwich dans mon sac. Si le MJ avait prévu un scénario de survie basé sur la faim, il est obligé de dire « Ah ben non, t'avais pas de sandwich dans ton sac ». Et directement, ça crée une cassure nette dans l'improvisation, en fait. Ça sort du RP, ok ? Ouais. Alors que si le joueur, il dit « Ah, ma mère me met normalement toujours un sandwich dans mon sac, je vais vérifier si j'en ai un ». Là, le MJ, il peut directement répondre « Ah ben non, ta mère, ce jour-là, elle a oublié de le mettre, voilà ». Et en fait, ça poursuit le fil de la discussion. Vous voyez où ça veut emmener, ou pas? Moi, je vois les regards perdus. Si, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, vas-y, je t'en prie. Parce que moi, j'ai rien compris. Mais parce que justement, je trouve que c'est un vrai problème, le nom. Et je trouve que pour le coup, Silver, il m'a dit que ça arrivait pas si souvent. Moi, je trouve que ça nous arrive, même nous, assez régulièrement en fait. Ah, moi, je trouve que ça arrive tout le temps. Ah, mais voilà, on est d'accord, ça arrive Moi, beaucoup. je suis pas d'accord. Ok. Et, ok, ça sera intéressant de savoir pourquoi t'es pas d'accord après. Non, mais alors, je te laisse poursuivre. Si juste je peux clarifier en 2 secondes. Ouais, bien sûr. Ça, c'est pour qu'en fait, c'est dans une optique de ne jamais casser le RP. Ok. Dans une narration, quoi. La narration et vraiment ne pas rentrer dans le méta. Voilà, c'était ça l'objectif. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire aussi en fait. C'est vrai que dans le premier cas, on a ce nom clair et net qui montre que le MJ est obligé de mettre des limites et que c'est lui qui décide et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et du coup, ça cadre et ça, c'est sûr, ça nous sort de ce côté justement, on peut faire tout ce qu'on veut, bac à sable, on peut aller où on veut. Bah non, en fait. On nous rappelle très très vite et très clairement quelles sont les limites. Et dans l'autre cas, ouais, c'est beaucoup plus fluide et on se sent moins brimé, même si le résultat au final est le même. Je pense que le ressenti il est très différent pour le coup. Julien, tu voulais réagir avant de perdre l'idée que tu avais en tête? Mais le public Ouais, je suis désolé, je suis tout le temps là en fait. Antoine il lui a balancé. Ouais, c'est vrai. Non, mais je dirais juste, ça m'a fait penser à Alice is Missing, ce que tu as dit. Parce qu'en fait, dans Alice is Missing, la résolution arrive tard, en fait, c'est timé comme jeu. Et donc, en fait, tu as besoin de laisser les options ouvertes jusqu'à ce qu'il y ait la résolution. Et du coup, ça m'y a fait penser. Je trouve que par contre, il y a une différence, c'est que tu pourrais. Du coup, là, ce que tu as évoqué, pour moi, c'est le joueur qui laisse de la place pour que la narration soit fluide. Moi, je pense que le MJ peut très bien aussi juste rebondir et dire oui et, ou dire oui mais, tu vois. Et par rapport au sandwich, le sandwich peut très bien être dans le sac. Juste, malheureusement, il y a un ingrédient, il est périmé en fait, mec. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs. En fait, je pense qu'il n'y a pas une approche. Hein. C'est un outil parmi tant d'autres. Mais oui, effectivement. mais il y en a un qui dépendait plus du joueur, c'est ce que tu as évoqué. Et pour moi, le MJ, en vrai, il a toujours des ressorts. Éventuellement, il manque peut-être de créativité et d'inventivité, tu vois, sur le moment. Mais normalement, il a toujours des ressorts pour en fait faire en sorte que ce soit jamais un non, mais que ce soit plutôt un oui et. Voilà. Fin de mon intervention. Inch'Allah, c'est la dernière. Un oui et ou un non mais, par exemple. Ça ferme moins qu'un non. Ou un non et. Enfin, tu vois, il y a différentes options, quoi, en tout cas. Mais c'est pas parce que tu dis non que tu fermes la discussion. Des fois, c'est un non qui va juste dire non, là, ça arrange pas l'histoire. Est-ce que tu peux chercher autre chose? Totalement, mais là, ça casse le méta. Enfin, ça rentre dans le méta. Ça casse le RP, en fait. Ouais. Et là, c'était vraiment dans une optique de vraiment être en full RP le maximum de temps possible, tu vois.
Oui, d'accord, mais en tout cas, c'est pour un objectif donné, quoi. Enfin, disons que c'est des techniques avec un objectif de sortir le moins possible de la narration Voilà. fluide. Moi, je voulais juste souligner que l'improvisation, des techniques d'improvisation peuvent être un outil aussi pour viser une expérience voulue, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, Là, si l'expérience voulue autour de la table, c'était ok les gars, on essaie de rester un maximum de l'ERP, voilà. l'improvisation peut être un outil aussi pour Parce parvenir à ça. qu'après, on peut citer des jeux comme Fiasco ou Zombie Cinema, qui sont des jeux dans lesquels il y a des phases de jeu, et il y a des phases de brainstorm, on pourrait dire, ou voilà, recherche d'idées, où là, c'est dans les règles, on sort de l'interprétation du roleplay pour discuter en méta entre joueurs de la mise en place de la scène. Et de dire, ok, là, on discute pas en tant que personnage. On discute aux autres joueurs. Bon, la prochaine scène, où est-ce qu'on pourrait la faire ? Ah, ben je la verrais bien, je sais pas, à la cafétéria avec tel et tel personnage. Ah ouais, grave bonne idée. Ok, 3, 2, 1, c'est parti, on joue. Tu vois ? Donc là, c'est totalement de l'impro, mais avec un objectif différent, qui est d'avoir une bonne mise en scène, un bon setup. Et pour le coup, on accepte totalement de sortir du roleplay, quoi. Donc, ouais. Et t'as des jeux où t'as des éléments d'improvisation comme ça qui sont inclus dans le gameplay. Hein. Ah oui, complètement. Dans Wilder Fist, on peut faire ça. On peut dépenser ce qu'on appelle un point d'action, si je me dis pas de bêtises, pour amener un élément narratif improvisé qui peut nous servir à l'instant T. Ok. Je sais pas si vous aviez un autre truc à dire sur le sujet. Moi, il y a une petite question que j'aimerais poser à Silver, mais... Je suis assailli ce soir. Mais oui, voilà, on profite tire. que tu sois là. En fait, tu as parlé du fait que tu as fait du théâtre, si je comprends bien. Oui. Est-ce que tu as fait du théâtre d'impro, du coup ? Tu l'as dit tout à l'heure. Alors, j'ai fait des exercices d'improvisation. J'ai pas fait du théâtre d'impro à proprement parler. Mais tu ne peux pas faire de théâtre sans faire de l'impro. Oui, ton travail toujours un petit peu... c'est limite ton travail. Tu fais tout le temps de l'impro. Tu cherches toujours ce qui est juste et quand tu cherches, tu fais de l'impro. Et parfois, tu tombes sur quelque chose d'un peu juste et tu essayes de le reproduire. Mais Après, disons qu'on pourrait quand même opposer le théâtre d'impro au théâtre avec texte, quoi. Ah oui, complètement. Oui. Voilà. Mais dans le théâtre avec texte, tu fais de l'impro tout le temps. Oui. Mais il suffit que le gars ou la fille en face ait oublié son texte. Bon, là, faut improviser. Oui, mais même, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est juste que dans un théâtre avec texte, le cadre est beaucoup plus restreint que dans un théâtre full impro où là tu fais absolument ce que tu veux. Là le cadre est gigantesque, donc tu peux faire absolument ce que tu veux. Ok, et du coup, alors effectivement t'as pas fait du théâtre d'impro, mais comme tu dis tu l'as quand même un petit peu travaillé. Alors là t'as le droit de pas avoir d'idée, mais est-ce que je sais pas, t'as des petits trucs qu'on peut récupérer d'après toi de cette pratique du théâtre en fait vers le JDR, notamment pour l'impro en fait. Alors complètement, la première c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ne jamais dire non. Ouais, voilà. Toujours accepter la proposition qu'on te fait. Après, on reste dans un exercice de plaisir et tu peux ne pas être à l'aise à faire du RP. Sur un moment donné, parce que c'est pas ton style de jeu, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à faire du RP. Malgré mes années de théâtre, je suis toujours plus à l'aise quand je parle en méta plutôt que quand je parle en RP. Et malgré ça, tu as toujours le droit de dire non, là je suis pas très à l'aise, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste ne pas faire cette scène, même si ça casse un peu entre guillemets, le RP et l'immersion pour la table, ça reste ton ressenti. Donc tu vas parler avec ce ressenti-là et tu vas devoir t'adapter à ça. Mais c'est vrai que dans l'idéal, essayer toujours d'accepter une proposition, c'est la règle numéro 1 de l'impro. Et après, des trucs tout bêtes, mais... s'entraîner à faire des voix, s'entraîner à faire des petits trucs comme ça, s'entraîner à... Tiens, on te pose une question et tu vas te dire, comment je réagirais comme ça, essayer de le faire. Ça va toujours te pousser à travailler la façon dont tu vas restituer l'émotion du personnage que tu incarnes. Voilà. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Je trouve ça hyper intéressant de dire toujours accepter les propositions qu'on te fait. Donc ça, je pense que c'est une bonne pratique. Mais moi, je reviens à l'exemple d'avant, je pense que c'est aussi une bonne pratique de penser aux propositions qu'on fait aux autres. De jamais forcer non plus les gens à rentrer dans une proposition. Par exemple, y a un autre personnage qui va taper quelqu'un dans un bar. D'accord ? Pire exemple. Toujours des trucs violents. D'accord. Ouais, vraiment quoi. Non, vas-y, tu sais quoi ? Il y a un autre personnage qui veut faire un bisou à un autre personnage dans un bar. Voilà. Tu peux très bien dire... non, là, j'interviens et je stoppe ton personnage.
Pas de Et- bisous. Tu vois, et là, Oui. et l'autre, du coup, il va être obligé d'accepter ça. Alors que on pourrait très bien dire, et là, je stoppe probablement ton personnage, tu vois. Et ça laisse une petite porte ouverte. Et je pense que. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que tu dis, c'est que il faut un peu adapter son vocabulaire de manière à ne jamais fermer la conversation. Voilà. Je suis d'accord avec ça, mais attention en faisant ça à ne pas édulcorer. C'est-à-dire que Oui. tu peux avoir juste des scènes de confrontation et non, je stoppe ton Oui, personnage. au risque qu'il se passe rien, quoi. Au risque qu'il se passe rien. Ouais. Ah ben non, Euh, là, probablement, tu fais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dire non ou entre guillemets dire non, ça veut pas forcément dire refuser une proposition. Si justement en faisant ça tu crées une situation de conflit, tu as quand même créé quelque chose. Totalement. Même dans une situation d'opposition. La situation d'opposition, ça ne veut pas dire fermer, ça veut pas dire refuser. Refuser, c'est entre guillemets, c'est ne pas rentrer dans le jeu. C'est ça que je voulais dire quand je dis D'accord. tu ne peux pas dire non. C'est-à-dire il faut essayer toujours de rentrer dans le jeu. Oui, voilà. Ok. Voilà, en Ok. fait, tu voulais dire, Ouais, Sophie. non, en fait, dans cet exemple précis, je trouve que, en fait, il y a une règle, je pense que je trouve un peu tacite, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non. C'est que quand, justement, on dit, ah, ben, mon personnage a envie de stopper le tien, il faut toujours, je pense, laisser l'opportunité à la personne qui incarne son personnage de faire le choix final de est-ce qu'on va réussir Ouais. ou non. En effet. À le stopper, en fait. Parce que quelque part, on n'est pas en train de vouloir mettre des bâtons dans les roues non plus de la narration de l'autre. Et donc, c'est une chose de signifier qu'on a envie de le stopper, c'est une autre de décider pour lui qu'on y arrive. Oui, je suis d'accord. En fait, j'avoue que moi, en partie, souvent, comment on fait, c'est que, imagine, tu as un joueur qui initie une action, et il y a un autre joueur qui veut un petit peu la court-circuiter. On rentre dans le PVP là. Comment ? On rentre dans le PVP là un peu. Pas forcément. Pas forcément, mais tu vois, tu peux avoir deux personnages joueurs qui sont dans le même groupe, mais à un moment donné, ils ont pas la même intention, pas le même objectif pour une scène. Ok. Ça veut pas dire qu'on tombe dans du PVP directement. Mais pour reprendre l'exemple, imagine tu as un personnage joueur qui veut, je sais pas... Moi, j'ai un exemple très précis, hein, parce Oui, que ça mais- nous est arrivé même tous les deux. Allez, vas-y. Du coup, Antoine et moi en partie, où le personnage de Antoine veut s'infiltrer dans un bâtiment Ouais. pour aller faire un truc, et mon personnage ne veut pas, et donc essaye de l'en empêcher en allant tout simplement lui parler. Ce qui n'a pas du tout marché, spoiler alert. mais du coup, on rentre typiquement, je trouve, dans ce cas de figure en fait. Oui, voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en général, moi, dans mes parties, comment on le fait, c'est que le joueur va donner son action. Le joueur qui veut l'annuler ou l'empêcher, en général, il va juste demander par politesse. Voilà, c'est-à-dire, ah, j'ai cette idée, est-ce que ça te dérange si je fais ça ? Et en fait, le premier joueur pourrait dire, ben en vrai, ouais, j'ai quand même envie d'aller au bout de mon action. Mais ce joueur peut aussi dire, ah ben en fait, j'y avais pas pensé, mais c'est intéressant que tu réagisses comme ça, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Tu vois, tu peux... Mais oui, tu peux le faire en méta, mais ce qui Tu peut peux le être faire en méta, oui. Enfin, Il peut être moi, j'ai plutôt stylé. tendance à le faire en méta, oui, j'avoue. le truc hyper stylé, ça serait de le faire en RP, tu vois, avec des subtilités dans l'improvisation qui permet de résoudre cette discussion, mais en full RP, quoi. Oui, je suis d'accord. Tu pourrais dire, enfin, je sais pas, un truc du genre, C'est sûrement très dur. tu hein. vois que mon personnage s'apprête à faire tel truc pour te stopper. Là, t'as pas vraiment interrompu Oui, la voilà, narration. ouais, exactement. C'est au premier joueur de dire, exactement. en effet, je te laisse faire, ou bah non, Ouais, je continue mon truc. Voilà, c'est ça, Mm. exactement, par exemple. Mais ouais, je voulais juste te dire, pour rebondir sur ce que tu disais, Silver, que, effectivement, en fait, empêcher un joueur ou une joueuse de faire une action avec son personnage, avec le sien, finalement, tu rebondis quand même sur ce qui a été initié. Oui, Alors, tu peux créer des situations d'opposition. ça Alors peut après, être risqué, oui, il mais... faut pas que ce soit systématique. Voilà, exactement. Mais oui, tu peux créer des situations d'opposition. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le jeu. Voilà, c'est ça. C'est parce que même si tu crées cette situation d'opposition, dans la narration, ça va peut-être se traduire par un arrêt, mais on aura créé quelque chose. On aura créé du jeu, on aura créé de l'interaction. Et c'est à mon Ne sens pas le rebondir, principal. ça serait ok, bah moi je vais dans une autre pièce faire complètement autre chose. Exactement. Voilà. Là, du coup, t'as pas du tout rebondi, ni Nul. positivement, ni Pourri. négativement. Je sais pas, mais en tout cas, tu rebondis pas, quoi. Donc, ouais. Évidemment. Mais par Après, contre, oui. tu peux très bien le faire, mais il faut juste attendre que le joueur en question ait fini sa première action pour toi ensuite faire ta propre histoire. Mais ouais, en tout cas, je suis totalement d'accord avec l'idée qui vient du théâtre, hein, d'impro dont tu parlais tout à l'heure, de dire oui le plus possible, en fait. Que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, pour rebondir sur les idées des autres. Et voilà, ça c'est un truc que moi j'ai notamment appris dans les jeux sans MJ, ou les jeux avec du partage narratif type Lady Blackbird, où je trouve qu'il n'y a rien de pire que
un joueur ou une joueuse qui arrive avec une idée, tu vois, même une description d'un décor. Ah ben là, j'imagine bien qu'il y a une maison, je sais pas, qui flotte sur un nuage. Et là, t'as un autre joueur qui dit ah ouais, non, moi je voyais plutôt, je sais pas, un château fort. Ok, mais du coup, comment on fait pour trancher, tu vois? C'est tellement plus simple que le deuxième joueur dise ah ouais, complètement, une maison sur un nuage et je sais pas, elle est faite en pain d'épices, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Là, t'as gardé la première idée, t'as rajouté quelque chose. Mais le nuage, il est par terre. Franchement, pourquoi pas? Et c'est tellement plus fluide que de vouloir, tu vois, Ouais. annuler l'idée, quoi. Donc, ouais. Complètement. Est-ce que vous avez fait le tour sur ça ou pas? Rapide. Parce que moi j'aimerais bien parler d'un autre sujet qui Ah est oui. la peur de Eh ben, l'improvisation. parlons-en, parce que là, ça Oui, fait un petit moment qu'on parle. Ouais. C'est très important, je C'est pour pense, de ça, parler de parce ça. que moi j'ai eu beaucoup de retours, hein, notamment de ma femme qui a pas fait de jeu de rôle encore, et qui me dit souvent non mais moi ça me fait peur. Ça me fait peur Ok. C'est ça, d'improviser fait peur. des trucs. Tu vois. Bien sûr. Et là, je pense qu'il faut pas confondre deux choses. Il faut pas confondre improvisation et RP. C'est-à-dire que prendre la voix de ton personnage et dire ce qu'il devrait dire, bah, c'est beaucoup plus intimidant que de juste de décrire les Ouais, actions alors, du personnage. C'est vrai. Et même juste faire de l'improvisation sans forcément faire de RP Voilà, de voix, merci. c'est déjà impressionnant. Est-ce que Bah mes oui. idées vont être bonnes? Est-ce que je vais dire les choses qu'il faut? Est-ce que je vais être pertinent? Est-ce que Bah, bien sûr. tout ça, moi j'aimerais bien dire que en fait, c'est quand on fait du jeu de rôle, ça reste une activité sociale et qu'en fait, il faut jouer avec des gens, peut-être surtout au début, des gens avec qui on est en confiance et on sait que ça va bien se passer dans un cadre où on se sent suffisamment à l'aise, quoi. T'es pas d'accord Si, je suis 100% Elle nous déteste, d'accord. elle nous C'est déteste en juste fait. que hein. Ce qui me fait rire, c'est que c'était pas du tout mon cas, quoi. Et moi, pour le coup, j'étais hyper impressionnée. Ben oui, eh ben oui, mais c'est Au début. Bah, Ouais, ouais. forcément, parce que c'était un exercice auquel j'avais pas l'habitude. Je savais que j'étais capable d'improviser un peu, mais j'étais pas forcément en confiance, vu que je vous connaissais littéralement pas, donc c'est normal. mais je pense Enchanté. qu'en effet... Sachant qu'on a commencé avec des jeux full partage narratif. Ah ouais, non, mais vous m'avez mis dans la sauce. Antoine, il m'a mis dans la sauce direct. Ah, je t'ai mis dans la sauce Ah totalement. ouais, complètement. Complètement. Bah, d'un autre côté, ça va peut-être créer aussi une relation de confiance beaucoup plus forte, plus rapidement. hein. Oh, je sais pas. Parce que sur le Je moment, sais pas, me je suis pose la dit, question. Ah ouais. Ah, le bourbier, t'as dû D'accord. te dire, je suis où Ouais, là? je me suis dit, mais waouh, d'accord. mais en tout cas, je pense qu'en effet, je pense que c'est flippant pour tout le monde quand on démarre. C'est complètement légitime de penser ça et je pense qu'on passe tous par là. C'est plus facile en effet quand tu le fais avec des amis ou des gens que tu connais. Mais je trouve qu'à l'inverse, justement, le faire avec des gens que tu connais pas, mais il y a aussi une certaine liberté parce que si ça floppe ou si ça se passe super mal, tu peux aussi te dire, ok, c'est juste que ça s'est mal passé, je les reverrai jamais. Voilà, et totalement. puis voilà, en fait. Allez jouer en festival. Ah, mais oui, pourquoi pas? Ou alors trouver des gens dans la rue. Ah, Julien a pas l'air d'accord, mais Julien est pas d'accord. ouais. faut avoir la bonne table, quoi. Alors, je pense que les deux peuvent s'entendre et ça dépend vraiment de ta personnalité pour le coup. Ouais, parce que c'est vrai qu'on. Ouais. Et merde, je suis revenu. C'était pas la dernière. Putain. T'es pas au lit, Non mais So, tu l'as fait ça? De jouer avec des inconnus? Mais vous étiez des inconnus en fait pour moi. Ah, tu connaissais Antoine quand même. Mais Antoine, je l'avais vu 2 fois, une Ouais, fois ouais. ou deux. Enfin, Et tu une trouves fois. mais justement du Non, coup je l'avais vu toi, une fois. tu penses que c'était plus simple comme ça que si c'était avec des gens que tu connaissais? Oui. Ah ouais? Ok. Non, c'est intéressant. Moi, j'avoue que j'aurais tendance à penser totalement l'inverse. J'ai joué avec des gens que je connaissais pas du tout En tout et cas. j'ai pas trouvé ça plus simple. hein. Parce qu'en fait, pour le coup, quand tu joues avec des gens que tu connais et que t'apprécies, je pars du principe, on est d'accord, hein, tu joues avec tes amis, tout ça. Parce que tu pourrais connaître des gens mais que tu kiffes pas. hein, Ouais, mais- mais du coup, bon. Bon, pas Pas fou. jouer avec eux en général. Non, mais non, bon. mais avec des gens que tu apprécies, je trouve que je sais pas, tu sais que c'est bienveillant, tu sais qu'en général, les gens sont plus à l'écoute et que tu fais beaucoup plus, justement, en effet, faire Mais mouche, quoi. Alors qu'avec des gens inconnus, c'est chaud, quoi. Tu connais pas leur réaction, tu sais pas comment ils vont réagir. Moi, je trouve pas. En tout cas, moi, mon expérience, c'est que j'ai pas trouvé ça évident. Mais après, c'est que la mienne. Alors c'est vrai, mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est que moi je rejoignais un groupe qui avait l'habitude d'en faire. Si je l'avais fait avec des gens qui étaient proches de moi ou qui avaient pas l'habitude d'en faire, on aurait peut-être tous collectivement été un peu gênés, Oui. à pas forcément savoir comment s'y prendre, et donc à pas expérimenter ça peut-être de la meilleure façon, en tout cas.
Ouais. c'est vrai. Et attention, là on parle juste de la peur d'improviser, c'est-à-dire que jouer avec des inconnus, ça peut alléger ta peur d'improviser, mais Oui. ça peut aussi, enfin ça a d'autres Alourdir mauvais une côtés. autre peur. Oui, mais quand tu vois les autres le faire avec autant de facilité, Oui, enfin, oui. en tout cas dans un groupe comme ça, tu te dis Ouais, bon bah c'est j'avoue, bon, je peux y aller en fait. Et t'es pas celui qui doit forcément être porteur du truc. Alors que si tu joues avec que un groupe qui a pas l'habitude, bah c'est soit tout le monde va être gêné et personne va le faire, soit faut qu'il y en ait un qui se dévoue pour être un peu le moteur du groupe à se lancer en premier. Et je pense que c'est d'autant plus difficile en fait. Tu veux dire genre le MJ? Non, je parlais d'un joueur, mais parce que moi j'étais sur la narration partagée encore, Mais- qui est ma première expérience. Pardon, je suis revenu encore. C'est catastrophique. Oui, dis-moi tout. Non, mais. Cette maison hantée alors. Non mais c'est terrible, le Attache-le. public il est tout le temps là et tout. Non mais je trouve qu'il y a une différence. Inconnu ça veut pas dire gens qui ont l'habitude d'improviser nécessairement. Ça peut. En fait moi j'ai plus l'impression que tu parles de improviser alors qu'il y a que des débutants autour de la table. Et dans ce cas tout le monde est terrifié donc en effet c'est Voilà. peut-être pas ouf. Ouais. Ou improviser avec des gens qui ont l'habitude d'improviser. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est Bah, pas. après, Ouais c'est plus ça le c'est cas. vrai que dans mon cas, comme j'étais dans un milieu où personne ne joue au JDR, bah forcément, par essence, j'aurais eu que ces deux choix-là en fait. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu particulier en effet. Je trouve que si tu joues avec des inconnus qui ont l'habitude d'improviser, peut-être c'est plus simple en effet, potentiellement, et encore. Si tu joues avec des inconnus qui n'ont pas l'habitude d'improviser, Bourbier. ouais, bah la full bourbier, hein, je pense. Hein. Ouais. Bon, après, moi, tu me diras, je savais pas au moment où je suis arrivée depuis combien de temps vous en faisiez. Moi, on m'a juste dit, viens jouer au JDR, j'ai dit oui. Oui. tu m'as juste dit, viens jouer au JDR, j'ai dit oui. Je savais pas avec qui je jouais, je savais pas si c'était des gens qui avaient l'habitude ou non en fait. Ouais, mais du coup, j'ai une petite question. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que je réalise maintenant, a posteriori, que la proposition de venir jouer à du JDR, elle était intimidante, quoi. Ah pour oui. toi. Est-ce que c'était intimidant, un petit peu, tu parlais de ta femme, Max, par rapport à l'impro pour toi? C'était vraiment, t'avais peur de dire, ah, mais qu'est-ce que je vais pouvoir improviser? C'est ça qui te faisait peur ou Franchement, je sais pas trop. Ouais. Après, vu que t'as jamais fait, peut-être que c'est un tout aussi, quoi. Tu Ouais. vois, c'est parce que c'est le jeu de rôle. C'était un tout, c'était socialement j'avais avec des gens que je ne connais pas pour faire une discipline extrêmement sociale, donc tu sais pas aussi si ça va bien se passer. hangar, t'inquiète. C'est Non, où c'est chez moi. En Non, plus. mais c'était chez lui, mais j'étais jamais Ah, allée ok. chez lui. C'était c'était un peu intimidant forcément. Mais du coup, pour en revenir à ta femme, elle pour le coup, Elle parle d'impro. elle a des gens dans son entourage qui jouent, donc peut-être Hmm. que pour elle, ce sera une expérience différente. Pour le coup. Oui, complètement. Mais en fait, parce que je soulignais ça parce qu'on parlait de théâtre d'impro. Alors, en plus, ma femme fait du théâtre depuis, Oui, en depuis 15 ans. Bah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais pas du théâtre d'impro. Elle est terrifiée Oui. par l'impro. Ah Bon, oui, bref. ok, d'accord. Mais c'est hyper intimidant, c'est normal. Hein, Mais elle fait quand même des représentations en public, etc. Tu vois. Mais Donc, est-ce qu'elle t'a l'exercice- vraiment dit, ah, mais je me mettrais bien en JDR, mais l'improvisation, ça me fait peur, quoi? Elle l'a peut-être pas dit comme ça, elle a mais. pas dit l'improvisation, ça me fait peur, mais ça va être. Mais moi, j'ai pas. Tu vois, c'est souvent. Mais moi, j'ai pas des bonnes idées. Ouais, ok, mais voilà. Mais finalement, ça Mais c'est rejoint. ça, tu vois. C'est impossible d'avoir des mauvais. Enfin, on a tous des bonnes idées. Tu peux pas avoir des mauvaises idées. Mais Non, ça, mais ouais. ça, c'est C'est- parce que tu sais maintenant. Non, mais je pense que c'est aussi aux autres de rebondir sur tes idées. Mais parce qu'en fait, moi, je disais ça parce qu'on parlait de théâtre d'impro. Et je pense que c'est encore plus vrai pour des gens qui hésitent à se mettre du JDR, où eux, ils se disent ah, mais moi, j'ai pas fait de théâtre. Moi, je Oui. sais pas. Quoi, tu vois. Allez, je reparle du MJ. Ah. Le MJ doit créer un cadre sécurisant pour que ses joueurs osent prendre la parole. Alors, déjà, mais la table tout entière. Hein, pour Je suis moi. d'accord. Ouais, Mais ouais. pour moi, c'est vraiment le MJ. Le MJ, il est à la fois créateur, mais c'est aussi l'animateur de la partie. Et donc, c'est à lui de faire en sorte que chacun puisse prendre sa place, la place qu'il souhaite. C'est-à-dire que c'est à lui de sentir si la personne qui est un peu intimidée, elle a envie de parler beaucoup, pas beaucoup. À quel moment c'est bon pour cette personne de prendre la parole. C'est lui qui est censé gérer ça. C'est aussi les autres joueurs qui doivent laisser la place. Hein, Oui, je trouve. Vraiment beaucoup, même. Mais c'est- oui, il y a- on va dire il y a- que le porte-parole. Parce que- Ouais, mais des fois, moi, je trouve que ça marche un peu à l'inverse. C'est-à-dire que si le MJ te laisse trop la parole en te disant je sens que peut-être t'es pas trop sûr de toi ou t'arrives pas à t'imposer toi-même pour prendre la parole, donc je vais te la donner, c'est peut-être paradoxalement encore plus intimidant. Parce que c'est maintenant, tout de suite là, comme ça qu'il faut dire quelque chose et pas au moment où tu l'as choisi, tu vois. Oui, je comprends. Après, c'est du. Je pense que c'est un peu nécessaire de passer par là. C'est-à-dire que c'est parce que tu vas prendre la parole quelques fois qu'après tu te sentiras un peu mieux. Même si peut-être ton premier tour de parole il sera un peu imposé.
il y a quelqu'un, entre guillemets, qui doit un peu te pousser à l'eau. Soit tu arrives à le faire tout seul, parce que quelqu'un c'est très bien, soit le MJ va forcément te donner la parole à un moment donné. Donc sinon, qu'est-ce que tu fais autour de la table? C'est vrai qu'heureusement qu'il est là aussi pour faire tourner la parole, quoi. Ouais. Non, mais ouais, en tout cas, c'est intéressant ce truc de. J'avais pas forcément pris en compte à ce point-là le fait qu'effectivement, quand t'as jamais fait de JDR, tu peux vraiment avoir de l'appréhension à l'idée de devoir improviser, justement. De devoir trouver des idées de comment interpréter éventuellement ou même agir au sein de la partie. Mais même les règles, enfin moi je vois souvent sur Reddit voilà. ou quoi, il y a des gens qui disent mais moi je vais faire du jeu de rôle là en ligne. Est-ce qu'il faut que je connaisse toutes les règles de Donjons et Dragons Ouais. Mais oui. Les pauvres. Bon courage. Non, Oui, mais c'est vrai, tu te dis, ok, il y a plein de trucs, il y a l'interprétation, qu'est-ce que je vais plein de faire, questions qui se posent, respecter quoi, les c'est normal. règles. Mais ouais. Voilà, donc Ouais. oui, en effet. Mais là, je bifurque un tout petit peu sur un autre sujet, mais je peux pas m'empêcher de te poser la question, Sophie. Du coup, quand on t'a proposé de venir faire du JDR, il y avait effectivement ce côté intimidant. Et moi, pour te dire, alors de mémoire, ma démarche à ce moment-là, et ce que j'ai tendance à faire avec des nouveaux joueurs en général, je leur donne pas énormément d'infos. Parce que je me dis, si j'en donne trop, ça va faire peur, en fait, justement. C'est-à-dire que quand on prévoit, par exemple, une partie de jeu de société, tu vas pas à l'avance dire ok, on va faire un jeu de société, voici toutes les règles, le contrat social, machin. Ouais. En général, moi, j'essaie d'être léger. Ça dépend tu vois. des jeux, mais Ça dépend des moi, je joueurs fais souvent du ça, jeu. quand même. Ah ouais, ok. Regardez ce tuto de 2 heures de route avant de venir. Je sais pas, du coup, je suis curieux. Toi, si demain tu devais le présenter à un total débutant, tu lui dirais quoi, en fait? Tu tirais dans le détail ou Non. Ouais. Non, je pense que en fait le premier truc, faut pas trop réfléchir. Je pense qu'il faut juste y aller en fait. Faut juste se déplacer. Et à partir de là, t'es dans Ouais. le truc et t'es lancé. faire et... le premier pas, quoi. Ouais, voilà. Ok. Le meilleur moyen de débuter, c'est de débuter, de jouer. Voilà. On a fait tout un podcast sur le sujet déjà, Oui. donc. Ah, j'étais pas là, mais... Mais ouais, ok. Bon, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. Est-ce que vous aviez un dernier truc à rajouter éventuellement sur le sujet? Je crois pas. Je crois pas non plus. Non, ça a l'air plutôt. Ouais, Public. Public. Non mais très bien, on a bien défriché le sujet, je trouve, en total impro, sur l'impro, donc Ouais. je trouve que c'était très bien. Et on a bien parlé, je crois, au final. Ouais, on a un bon Ouais. podcast qui tient la route. Ok, très bien. Bon, ben sur ce, c'était l'épisode je ne sais plus combien de tables ronces, et bien on se dit dans 2 semaines pour un prochain épisode. À plus. Salut. Salut.